Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, merci d'être venus aussi nombreux pour notre conférence mensuelle de la FMES que nous organisons en partenariat avec l'Université de Toulon, que je remercie une fois de plus, comme à chaque fois, de nous accueillir dans ce bel amphi de 500 places. Aujourd'hui, on va parler de la Russie. Et on va parler de la Russie avec un expert qui connaît parfaitement bien le point de vue russe. Donc ça sera l'angle de notre soirée. Nous accueillons Igor Delanoë, docteur en histoire, un des meilleurs experts de la Russie, en tout cas de la politique de défense de la Russie aujourd'hui, en France en tout cas. Il avait fait sa thèse sur la marine russe, la marine de guerre russe en Méditerranée, de Catherine II à Poutine. Donc ça, c'est déjà ça posait le bonhomme, si je puis dire. Et il a passé 10 ans à Moscou, de 2014 à 2024. Et donc, vous voyez, jusqu'à très très récemment, il était à Moscou et donc il avait son réseau d'information là-bas. Il est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, qui lui est basé à Moscou toujours, et il travaille à partir de Paris, mais toujours pour cet observatoire. Et en 2016, il a écrit un livre qui s'appelle « Le retour de la Russie au Moyen-Orient » aux éditions L'Inventaire. Donc vous pourrez vous procurer. Voilà, l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe, non pas dans la tête de Poutine, peut-être un peu, si tu peux t'avancer jusque-là, mais en tout cas, la vision vue de Moscou, des ruptures géopolitiques qu'on voit partout autour de nous. Igor, je te laisse la parole. Merci Pascal, merci de ton invitation, merci à la FMES d'avoir organisé cette conférence. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous pour parler effectivement de ce sujet, la Russie, qui décidément n'en finit pas de rester très très haut dans l'actualité. Il y a quand même un contexte qui est particulièrement porteur, hein, ça n'a échappé à personne, surtout depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avec des déroulements pratiquement, j'allais dire, quotidiens sur le sujet, des rebondissements. Et donc c'est vrai que pour nous, les experts, pour suivre tout ça et puis essayer de relier les points, pour essayer de comprendre un peu les dynamiques qui sont à l'œuvre, les tendances, etc., ça devient assez frustrant parce qu'on est on suit ça en direct, en réalité, en heure par heure. Alors, à la fois, c'est le déroulement sur le terrain, les combats en Ukraine qui continuent. On travaille beaucoup avec, Pascal l'a dit, j'étais à Moscou pendant 10 ans, donc évidemment j'avais des collègues dans les universités, des experts avec qui on discute, on échange. On travaille évidemment en source ouverte, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on travaille principalement avec les médias, la presse fédérale, mais aussi beaucoup les réseaux sociaux, puisque en Russie, comme en France, les réseaux sociaux sont très utilisés, avec les bons côtés et les très mauvais côtés, hein. Il y a particulièrement un réseau social qui est très riche, qui s'appelle Telegram, qui a plutôt mauvaise presse en France, mais qui est extrêmement populaire en Russie, qui est beaucoup plus utilisé en Russie d'ailleurs, et dans l'espace post-soviétique, on va dire, qu'il ne l'est en France. En Russie, les Facebook n'est pas déjà est interdit, donc il faut un VPN pour l'utiliser, mais au-delà de ça, c'est pas un réseau que les Russes affectionnent particulièrement. Twitter non plus, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. WhatsApp, c'est de la discussion, donc nous, ça ne nous apporte rien. En revanche, Telegram, vous avez beaucoup de choses dessus, puisque vous avez même des gens qui sont sur le front, qui ont des caméras embarquées, des GoPro, des trucs, et qui postent des choses. Alors évidemment, il faut faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de vieilles informations, de fausses informations, donc il faut avoir un regard critique sur tout ça. Mais c'est quelque chose qui permet déjà de voir passer, à mon sens, beaucoup d'informations, et après, évidemment, il faut traiter cette information, l'analyser, faire son travail d'expert. Alors, on m'a donc proposé de parler un petit peu, de faire un tour d'horizon de cette politique extérieure russe, depuis le retour de Trump, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Alors, j'ai pas ma boule de cristal, évidemment, mais en tout cas, je vais essayer de vous présenter dans cette conférence 3 principaux points, avec un raisonnement qui partira du général au particulier. D'abord, je vais essayer de vous restituer comment on considère à Moscou le nouvel ordre international, comment on voit l'ordre international depuis la Russie, l'évolution de cet ordre international, qui est, vous en doutez, un ordre international qualifié de post-occidental, hein. Premier élément. Puis deuxième temps, je m'intéresserai plus spécifiquement à ce qui nous intéresse directement, nous, Français et Européens, c'est la relation entre la Russie et l'Occident, comment la Russie
aujourd'hui considère ses relations avec l'Occident. Bon, je ne vous annoncerai pas de scoop, hein, c'est des relations qui sont confrontationnelles, sous le seuil du conflit ouvert, comme on dit, mais qui sont confrontationnelles. Et là, je m'intéresserai plus spécifiquement à l'Ukraine et à ce qu'on entend et ce qu'on lit depuis l'arrivée de Trump sur l'Ukraine. Et puis, dans le temps qui me restera, j'espère avoir un moment pour vous faire un dernier point sur, au-delà de ça, plus spécifiquement, la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique. Que font les Russes là-bas? Pourquoi ils s'intéressent à ces régions-là? Quel est un petit peu leur agenda dans cette très très vaste zone? Alors, tout d'abord, l'ordre international, vu de Russie, donc c'est un peu plus haut. Alors, on n'entend pas très bien. D'accord. Ah voilà, ça y est, ce sera peut-être mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Même moi, je m'entends. Donc, bon, il y a évidemment la promotion d'un ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire que les Russes parlent en fait d'ordre mondial multipolaire, mais c'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine, ça n'a même pas commencé avec Poutine, ça a commencé dès la fin des années 90, puisque ce sont une vision de l'ordre mondial qui est déjà théorisée et promue par des responsables russes, et notamment Evgeny Primakov, qui était un ancien Premier ministre russe, qui était avant ça ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin, qui était quelqu'un qui a dirigé les renseignements russes, enfin un excellent arabisant. Bon. Et c'est le premier à la fin des années 90 qui, lorsqu'il est ministre des Affaires étrangères en 96, explique et écrit là-dessus sur la multipolarité de l'ordre mondial à laquelle la Russie devrait œuvrer, en se rapprochant de la Chine, en se rapprochant de l'Inde, en se rapprochant des puissances non occidentales pour rééquilibrer un ordre mondial qui, en 96, est considéré comme penchant beaucoup trop vers l'Occident et surtout beaucoup trop vers les États-Unis. C'est la période de l'unipolarité de l'ordre international. Et finalement, cette théorie, cette vision, qui a été donc posée il y a plus d'une vingtaine d'années, maintenant a perduré à travers les années 2000, les années 2010, et aujourd'hui, évidemment, les Russes continuent de promouvoir cette vision d'un monde multipolaire, post-occidental ou désoccidentalisé, comme vous voulez, je dirais par la force des choses, puisque la démographie étant ce qu'elle est, le poids de l'économie étant ce qu'il est aussi, eh bien, il y a un rééquilibrage qui se fait évidemment de manière défavorable à l'hémisphère occidental. Donc cette mutation de l'ordre international, elle engendre des crises, elle engendre des tensions, elle engendre des guerres, qui sont le produit donc ce glissement de l'ordre international dans cette vision-là. Et les Russes ont quelque part, de ce point de vue-là, cherché à anticiper cette tendance, ce qui est considéré comme une tendance, avec, après le retour de Poutine en 2012 au Kremlin, souvenez-vous, après la parenthèse Medvedev, quand ils ont changé les postes, avec un rééquilibrage déjà en 2012 de la politique étrangère de la Russie vers les horizons non occidentaux, puisqu'à partir de 2012, Vladimir Poutine passe le message à ses diplomates et à ses services qu'il faut, rééquilibrer en faveur des relations avec les pays non occidentaux. Donc c'est l'arc de pays qui va de l'Afrique du Nord à la péninsule coréenne, en passant par le Moyen-Orient, le sous-continent asiatique, etc. Parce qu'ils considèrent que sous Medvedev, les choses ont été un petit peu trop loin en faveur d'un rapprochement avec l'Occident que lui considère comme néfaste. Souvenez-vous les circonstances de son retour au pouvoir en 2012 avec les manifestations à Moscou, etc. etc. Bon. Alors ce qu'on voit un petit peu dans cet ordre d'esprit-là, ce qu'on voit lorsqu'on s'intéresse par exemple à la production doctrinale, les documents doctrinaux russes officiels qu'on peut télécharger sur les sites des ministères des Affaires étrangères et autres, c'est que dans la dernière mouture du concept de politique extérieure de la Russie, qui a été mise à jour et publié donc le 31 mars 2023, donc relativement récemment, et qui a remplacé le précédent texte qui datait de 2016 ou 2017, je ne sais plus. La Russie se présente dans ce document. Alors ces documents-là, c'est des documents doctrinaux, donc il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est pas la vérité révélée, c'est plutôt la façon dont l'appareil d'État considère un petit peu l'état général du monde. C'est des grands principes, des lectures qui sont détaillées, qui sont données. Donc ça permet d'avoir à un moment donné une photographie de comment les Russes considèrent, alors là sur la politique étrangère en l'occurrence,
l'état des choses, mais évidemment que c'est fluide. Enfin, il faut enrichir ceci avec d'autres lectures. Vous avez des textes comme ça sur la politique industrielle, sur l'Arctique, voilà. Donc il y a une grande production doctrinale qui fait partie des sources ouvertes et qu'il faut évidemment s'approprier, qu'il faut lire et analyser. Mais donc dans ce document-là, alors évidemment dans les priorités régionales, vous imaginez bien que la place de l'Occident est considérablement dégradée. Priorité régionale pour la politique extérieure russe, est considérablement dégradée par rapport aux documents précédents, sans surprise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ce document-là, la Russie se présente, ou en tout cas est présentée, comme un État-civilisation. On connaît l'État-nation, surtout en Europe, c'est par là que ça a commencé. Mais dans ce texte-là, la Russie se présente volontiers comme un État-civilisation. Donc c'est un concept en fait qui est emprunté, que les rédacteurs de ce texte ont repris à leur compte, mais qui a été inventé à la London School of Economics par un chercheur au début des années 2010, et qui était un concept qui servait surtout à décrire des grands États asiatiques comme la Chine et l'Inde, comme des États-civilisations, parce que profondeur historique, état millénaire, relative homogénéité quand même culturelle, linguistique, etc., et grande étendue territoriale. Et donc, les Russes reprennent volontiers à leur compte cette notion d'État-civilisation, ce qui leur permet évidemment de se distinguer de l'Occident, de se rapprocher un peu plus de l'Orient en général. La tonalité du texte, et qui fait écho en fait aux déclarations, aux discours officiels, laisse comprendre qu'ils reprennent volontiers à leur compte d'ailleurs la théorie du choc des civilisations, d'Huntington, dans laquelle on se trouverait selon cette lecture des choses aujourd'hui. Et il déploie d'ailleurs dans tout ce texte-là et dans d'autres discours officiels qui peuvent être prononcés par des responsables russes une approche civilisationnelle justement par rapport à cette lecture-là. Donc il parle de monde islamique, il parle évidemment de civilisation asiatique, de l'Afrique, etc. Et qui là aussi vise à prendre à contre-pied une approche plus universaliste, discours plus universaliste prodigué par les Occidentaux sur l'universalité des valeurs, les droits de l'homme, l'économie, etc. Et évidemment, ça vient un peu se télescoper avec ça, et c'est d'ailleurs le but du jeu. Alors le grand concept, la grande construction géopolitique qu'ils ont élaborée ces 2 dernières années, depuis l'éclatement de la guerre, on va dire, c'est le concept de majorité mondiale. Alors ça, on l'entend beaucoup depuis 2 ans dans la bouche des responsables, Lavrov, même Poutine a dû l'employer à quelques reprises. Majorité mondiale, c'est, si vous voulez, la version russe du Sud global. C'est-à-dire, en France, on connaît le Sud global depuis des années. Alors, c'est plutôt une connotation quand même économique, parce qu'il y a global dedans, mais c'est pour ça que les Russes préfèrent le concept de majorité mondiale, qu'ils ont vu émerger, en tout cas cru voir émerger, à la faveur notamment des différents votes intervenus à l'Assemblée générale des Nations unies depuis février 2022, pour condamner la Russie ou pour critiquer la Russie par rapport à l'Ukraine. Et donc ils se sont, quand on regarde la géographie des votes, comment les pays, les 193 pays ou 192 pays votent, sur des résolutions mises au vote pour critiquer ou condamner la Russie, eh bien, on s'aperçoit que les choses sont assez nuancées. C'est-à-dire il n'y a pas tout le monde qui a voté pour condamner la Russie. Il y a beaucoup de pays déjà qui ne veulent pas voter, qui sortent de la pièce au moment du vote, parce qu'ils ne veulent pas de problème, ils considèrent que c'est pas leur guerre, c'est une guerre entre occidentaux. Donc vous avez beaucoup de pays africains, vous en avez toujours au moins plus d'une dizaine, même pratiquement une vingtaine, trentaine, suivant le vote, qui quittent la pièce, votent avec leurs pieds, comme on dit. Vous avez ensuite beaucoup qui s'abstiennent, et pas des moindres, le Brésil, l'Inde, la Chine. Alors après, il faut regarder les textes. Parfois, les textes sont votés. Quand vous prenez, par exemple, le texte pour suspendre la participation de la Russie au Conseil au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Bon, et puis les votes à chaque date anniversaire de 24 février, effectivement, il y a aussi différentes façons de voter, mais d'une manière générale, c'est quand même nuancé. C'est pas tout ou rien. Et donc, partant de là, ils ont estimé qu'ils disposaient là d'un actif diplomatique qu'il fallait utiliser dans cette logique de confrontation avec les Occidentaux autour de l'Ukraine, avec ce concept de majorité mondiale, si vous voulez, qui est un petit peu l'anti-Occident collectif. Occident collectif, on a tous entendu parler, c'est aussi une construction géopolitique que les Russes
ont élaboré dans la deuxième moitié des années 2010 en fait, hein, et qui d'ailleurs s'est un petit peu exporté parce que M. Loukachenko en Biélorussie parle d'Occident collectif. Je crois même que certains responsables iraniens ont pu utiliser le terme d'Occident collectif à l'occasion. Donc c'est un récit qui tourne depuis longtemps hein, dans la bouche des responsables occidentaux, sauf que depuis l'arrivée de Trump, l'Occident est de moins en moins collectif. La logique de bloc transatlantique a été quand même très écornée, hein, pour ne pas dire qu'elle est remise en question. Au sein même de l'Europe, il y a quand même aussi des portages assez divers, hein, notamment sur l'Ukraine. Alors, on revote les sanctions tous les 6 mois, hein, même si M. Orban essaye de négocier chaque fois des choses et d'arracher des concessions, des accommodements avec la Commission. Mais on voit bien que sur la question d'envoyer des troupes en Ukraine pour ensuite stabiliser, cesser le feu, on voit tout de suite que là, c'est la grande dispersion. Madame Meloni a son avis sur la question, les Polonais ne veulent pas y aller, les Allemands ne veulent pas y aller non plus. Bon. Au sein même du G7, là aussi, regardez le dernier G7 sur le communiqué, les batailles sémantiques qu'il y a eu. Les Américains voulaient une sémantique très très accommodante à l'égard de la Russie, et les Canadiens évidemment n'en voulaient pas. Donc le G7, là aussi, la cohésion est quand même remise en question. Bref, plusieurs enceintes occidentales qui sont comme ça, de moins en moins collectives, ce qui d'ailleurs pose un problème peut-être en termes de récit pour les Russes, d'avoir réinventé un récit sur l'Occident qui est moins collectif à cet égard-là. Alors, dans cette majorité mondiale, il y a quand même une structure qui est particulièrement affectionnée par les Russes et qui est considérée comme étant un peu l'avant-garde de cette majorité mondiale, c'est les BRICS. Parce que les BRICS, alors vous savez que il n'y a pas de structure institutionnelle des BRICS à part la Banque de développement, mais il n'y a pas un secrétariat général des BRICS, il n'y a pas de parlement des BRICS, il n'y a pas de. C'est plutôt un club informel, un forum de discussion qui s'est structuré et qui s'est d'ailleurs enrichi de nouveaux membres ces 2 dernières années. La Russie a eu la présidence tournante des BRICS l'an dernier en 2024. Cette année, c'est le Brésil qui dirige les BRICS, avec M. Lula. Souvenez-vous peut-être qu'il y a eu un sommet à Kazan, donc au Tatarstan, en octobre, hein, le sommet des BRICS. Et les Russes, évidemment, ont tendance à considérer, dans ce contexte de confrontation avec les Occidentaux, hein, les BRICS comme étant un petit peu le levier, à la fois un levier d'Archimède pour pouvoir, eux, monter en puissance dans cet ordre international multipolaire et comment dirais-je, devenir encore plus une puissance de premier plan telle qu'ils le revendiquent. Hein. Mais surtout, c'est aussi une enceinte qui est considérée par les Russes comme un élément pour structurer cette relation avec cette majorité mondiale. Parce qu'il n'a échappé à personne que les BRICS ont été un petit peu victimes de leur succès. C'est-à-dire que, et je viendrai après sur les contradictions, mais depuis 2 ans, on voit qu'il y a beaucoup de pays du Sud qui souhaitent adhérer aux BRICS sous une forme ou sous une autre. Je crois qu'on parle maintenant d'une 40aine de pays qui ont déposé une demande pour être soit membres des BRICS, soit pour être État partenaire des BRICS, puisqu'ils ont créé ce statut d'État partenaire, hein, qui est une espèce de statut intermédiaire. Il y a eu de nouveaux membres qui sont rentrés en 2024, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, qui sont devenus donc membres des BRICS. Vous avez des pays comme l'Indonésie aussi qui sont maintenant partenaires. La Turquie se demande si elle ne va pas aussi peut-être chercher à rentrer dedans. Bon. Donc vraiment des pays du Sud. Et finalement, les BRICS ont été victimes de leur image, c'est-à-dire que ces pays-là peut-être plaquent sur eux une certaine représentation d'un club qui est hostile à l'Occident, hein, je schématise, en tout cas qui pèse face à l'Occident, même si l'Occident est de moins en moins collectif. Même si évidemment les BRICS sont quand même, il y a quand même des divergences structurelles internes aux BRICS. Vous avez des pays qui ont effectivement un discours très très dur à l'égard de l'Occident et sont en confrontation plus ou moins ouverte avec l'Occident, comme la Russie ou l'Iran, hein, qui sont membres des BRICS. Vous avez des pays comme l'Inde qui, au contraire, sont dans une logique de multi-alignement et veulent surtout pas antagoniser les Occidentaux, c'est-à-dire veulent parler en fait avec tout le monde, avec les Chinois, les Brésiliens, les Russes, les Iraniens, mais pas au prix de compromettre leurs relations avec les Occidentaux. C'est aussi, me semble-t-il, le cas des Émirats arabes unis, hein, qui sont dans les BRICS, mais il n'y a pas d'agenda anti-occidental. Ils sont d'ailleurs autour de la table avec les Iraniens, leurs grands voisins. Et donc c'est toujours et donc cette contradiction s'est retrouvée d'ailleurs dans la logique d'élargissement des BRICS, puisque il y a ça a été très bien vu avec le cas de l'Argentine par exemple, hein, parce que l'Argentine au départ devait rentrer dans les BRICS, et lorsque Milei avec sa tronçonneuse a été élu président de l'Argentine,
Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite dit, moi je ne rentre plus dans les BRICS, et lui voulait même instaurer le dollar américain comme monnaie nationale. Enfin, donc lui il est tout à fait sur un autre portage, et donc on voit quand même qu'il y a aussi ce marqueur de club anti-occidental, même si c'est quand même très très discutable. Donc pour les Russes, évidemment, c'est une enceinte assez appropriée pour dérouler cet agenda à la fois de puissance, mais aussi de structuration de sa relation avec la majorité mondiale. L'agenda qu'ils ont cherché à mettre en avant lors de leur présidence est tourné principalement autour, et c'est pas une surprise, des questions financières et de paiements internationaux. C'est normal, il y a 20 000 sanctions sur la Russie. Les Russes, depuis 2 ans, parviennent à contourner les sanctions et économiquement, d'ailleurs, s'en tirent pour l'instant pas trop mal. Il y a quand même plus de 4% de croissance en Russie l'an dernier. Cette année, on attend entre 1,5 et 2% de croissance. Donc là, je vous donne les estimations Banque mondiale, FMI, ministère russe de l'économie, enfin, une fourchette comme ça qui émerge. Mais en tout cas, pour un pays qui est sous plus de 20 000 sanctions, voilà, ils s'en sortent pas trop mal de ce point de vue-là. Tant et si bien qu'il y a un intérêt pour eux de pousser cet agenda justement d'édification d'un ordre financier et économique alternatif au système financier économique qu'on connaît depuis des décennies et qui est tenu globalement quand même par les Occidentaux à travers des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI. Le dollar qui de fait est une institution, puisque c'est en dollars qu'on passe des contrats, qu'on fait des virements internationaux, que c'est quand même la monnaie de référence. Et évidemment, pour des pays comme la Russie, l'Iran, mais aussi pour d'autres pays qui ne sont pas forcément en délicatesse, en tout cas pas à ce point de vue-là avec les Occidentaux, il y a un intérêt à diversifier le risque, à se dire s'il y a d'autres systèmes à côté, c'est peut-être pas plus mal, parce que si dans quelques années, certains de ces pays sont en délicatesse avec les Occidentaux, et si jamais on les coupe du SWIFT, si on les met sous sanctions, si jamais on leur interdit de faire du commerce en dollars, il y aura des solutions de rechange. Et donc c'est l'agenda qui a été un peu poussé par les Russes. Alors il y a des systèmes qui semblent qui paraissent émerger, comme le système BRICS-Pay notamment, avec des systèmes de paiement par carte bancaire. Mais bon, il n'y a pas de monnaie des BRICS, évidemment il n'y a pas de carte bancaire des BRICS pour l'instant, même si jamais l'agenda avance. Et tout ceci évidemment a été promu par les Russes sur fond de sanctions et de guerre en Ukraine. Alors, j'en viens justement dans le deuxième temps de ma présentation sur Russie-Occident. Et le point de vue dominant, si vous voulez, à Moscou, c'est qu'au-delà de l'Ukraine, cette guerre se terminera forcément un jour, un moment ou à un autre, au-delà de l'Ukraine, il y a cette conviction que les relations vont rester confrontationnelles avec les Occidentaux à moyen terme, au moins à moyen terme, si ce n'est pas au-delà. Les élites russes politiques, les militaires, etc., sont convaincus que les Occidentaux continueront, de leur point de vue, à compromettre les intérêts russes en Arctique, à s'en prendre aux intérêts russes ou perçus comme tels dans la Baltique, dans le Caucase du Sud, en mer Noire, ailleurs. Et donc l'idée, c'est de se préparer, dans cette logique-là, à cette confrontation qui a vocation à durer, au-delà, une fois de plus, de cette guerre en Ukraine. Et donc ça passera par de la régénération de force, je vais y revenir, mais aussi par la relation à développer avec le reste du monde, la majorité mondiale, avec les pays du Sud, avec l'Asie, etc., pour compenser cette relation avec l'Occident, qui est mise sous cloche quand même encore pendant un moment, surtout qu'il y a quand même une incertitude sur les sanctions. Est-ce qu'elles vont perdurer intégralement? Sous quelle forme? Est-ce qu'elles seront réaménagées? Voilà. Bon, évidemment, on comprend que tout ceci est conditionné par les modalités de la fin de la guerre en Ukraine. Alors justement, sur les modalités de la fin, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis l'arrivée de Trump. Moi, je vois plusieurs ruptures dans la façon dont Trump aborde la discussion avec les Russes depuis le 20 janvier. La première, c'est que déjà, il a mis fin à la politique de cordon sanitaire autour de la Russie. C'est-à-dire depuis 2022, Biden n'avait pas pris une seule fois son téléphone pour appeler Poutine, c'était hors de question, un cordon sanitaire, qui, sur le plan économique, s'est traduit par le millefeuille de sanctions, par la volonté d'exercer un blocus économique sur la Russie. Bon. Fin du cordon sanitaire avec Trump, puisque Trump, lui, a parlé déjà 2 fois avec Poutine. La dernière fois, ça a duré 2h30, c'était il y a quelques jours. Deuxième rupture, il le fait sans concertation avec les alliés. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même l'idée d'une logique de bloc. On désapprouve ce que font les Russes en Ukraine, donc on coordonne notre action. Et s'il faut aller parler avec Poutine, eh bien, il faut se coordonner en amont. Alors, il y en avait un qui avait un peu fait une entorse à ça, c'était Scholz, qui avait quand même parlé avec Poutine, mais il avait pris soin quand même en amont
de consulter ses partenaires européens pour dire je vais parler avec Poutine, voilà, et ensuite, après le coup de fil, de rappeler ses partenaires européens pour leur faire une restitution un peu de leur conversation. Avec Trump, il n'y a rien de tout ça. Il ne s'est pas coordonné ni avec Macron, ni avec Starmer, ni avec qui que ce soit, ni avec Mme Kallas ou Mme van der Leyen. Il a tout de suite appelé Poutine. Et troisième rupture, ils ont parlé de l'Ukraine. Sans les Ukrainiens, dans la pièce ou au bout du téléphone. Et ça aussi, c'était quand même un principe de base depuis 2022, c'est on ne parle pas de l'Ukraine sans les Ukrainiens ou dans le dos des Ukrainiens. C'est quelque chose il faut que les Ukrainiens soient là. On ne parle pas de leur sort ou de cette situation sans eux. Et donc lui, il a pris à contre-pied tous ces éléments-là. C'est la fin, avec Trump, de la volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Alors souvenez-vous, c'était infliger une défaite stratégique à la Russie, c'était pas tellement de parler d'objectif, mais quand même un petit peu l'élément de langage qui était évoqué par M. Blinken, donc l'ancien secrétaire d'État, par M. Jake Sullivan, qui était l'ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, par M. Biden, par Lloyd Austin, qui était l'ancien chef d'état-major, chef du Pentagone. On va infliger une défaite stratégique à la Russie. C'était un peu ce qui était mis en avant. La question, c'était comment ? En livrant des armes à l'Ukraine, volonté de saigner à blanc l'armée russe, les sanctions, etc., pour, en gros, se débarrasser de ce qu'on considérait comme le problème russe pour les 10-15 prochaines années à venir. Bon. Avec Trump, ça aussi, c'est fini, parce qu'il ne parle plus de défaite stratégique à la Russie. Il dit même que lui, il parle à Vladimir Poutine, il s'en vante d'une certaine manière. Donc, évidemment qu'on est sur un tout autre état d'esprit. La toile de fond change, ce qui ne garantit pas, évidemment, loin de là, le succès des discussions dans lesquelles les Russes et les Américains sont actuellement engagés. Ça les garantit d'autant moins qu'il me semble qu'il y a une asymétrie entre les deux partenaires, russes et américains, Trump et Poutine, dans la façon d'aborder la discussion sur l'Ukraine. C'est-à-dire que Trump, depuis la campagne, a clairement dit, on se souvient, c'était un peu une punchline, mais qu'il comptait mettre un terme à la guerre en 24 heures. C'était ce qui était vendu. Alors, c'était une logique de campagne, évidemment, mais néanmoins, une fois qu'il était élu, évidemment, alors je ne vais pas dire qu'il est prisonnier de son discours, mais il est un peu contraint quand même par ses prises de position en disant, moi je vais finir la guerre en 24 heures, parce qu'évidemment qu'un conflit comme ça, on ne peut pas le résoudre en 24 heures, ni même en 2 mois ou en 3 mois. Mais il y a une volonté pour lui, manifestement, de vouloir mettre fin à cette guerre, pratiquement quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en coûte, mais à l'envers, d'arrêter les frais et même de rentrer dans ces frais. Ça c'est en lien avec notamment la volonté d'imposer aux Ukrainiens un accord sur les ressources minérales. Donc ils discutent déjà de la 4e mouture de l'accord qui n'est toujours pas signée. Trump présente ça comme un moyen de se rembourser, finalement, sur l'assistance apportée à l'Ukraine. Alors après, il y a un débat sur l'enveloppe. Évidemment, Trump en rajoute, c'est pas 500 milliards, c'est moins, mais peu importe. Alors que les Ukrainiens, comme M. Zelensky a expliqué la semaine dernière, qu'ils ne considéraient pas comme une dette l'aide que les Américains lui avaient apportée. Donc, pour Trump, c'est quoi qu'il en coûte, mais à l'envers, rentrer dans ses frais et arrêter cette guerre, alors que pour Poutine, c'est pas ça. Pour Poutine, le sujet, c'est toujours gagner la guerre, en fait. Et donc, l'état d'esprit dans lequel vous abordez les discussions n'est pas le même, puisque pour l'un, le but du jeu, c'est finir, mais il faut quand même voir les modalités, alors que pour l'autre, c'est je suis prêt à continuer, surtout que les Russes considèrent qu'ils ont le temps, qui joue plutôt en leur faveur, et pas en tout cas en faveur de l'Ukraine. Et le but du jeu, c'est pas arrêter quoi qu'il en coûte, en tout cas. Et donc il y a évidemment que sur le sujet Ukraine, il y a une asymétrie dans l'agenda et dans la façon d'aborder les discussions. Alors, est-ce que c'est rédhibitoire pour l'instant ? Non, même si on voit que Trump commence à montrer des signes d'agacement à l'égard du fait qu'il n'arrive pas à signer quoi que ce soit, ni avec l'un ni avec l'autre, d'ailleurs, ni avec Poutine ni avec Zelensky. C'est pas rédhibitoire parce que, autre rupture, après les 3 ruptures que j'ai évoquées, la 4e, c'est que pour Trump, visiblement, l'Ukraine ne doit pas être un verrou pour toute la relation bilatérale. Ça veut dire qu'il y a un désaccord sur l'Ukraine, il veut chercher à en sortir, mais on voit qu'il y a une volonté de déjà aller au-delà de ça et de ne pas faire suspendre la relation bilatérale, finalement, à l'issue du conflit en Ukraine et de trouver une porte de sortie.
Le verrou ukrainien, pour les Européens, enfin, l'Ukraine est un verrou dans la relation entre les Européens et les Russes depuis 2014. C'est-à-dire, il y a les premières sanctions en 2014, il y a des choses qu'on ne voulait plus faire avec les Russes depuis 2014, en raison de désaccords profonds sur l'Ukraine. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on continue d'avancer, la culture, coopération universitaire, il y avait du business, des choses comme ça, mais il y avait quand même cet élément-là qui lestait la relation. Donc ça reste quand même, et pour les Européens, c'est d'ailleurs toujours, évidemment, toujours le cas. Pour les Américains, ça ne l'est plus, puisque à côté de ce sujet ukrainien qui, à Riyad, lorsque les négociateurs américains et russes se sont retrouvés, était un sujet, mais pas le sujet, mais était un sujet parmi d'autres sur la table, il y a eu la question de remise à niveau des relations diplomatiques, avec la nomination d'ambassadeurs respectifs, de nouveaux ambassadeurs respectifs de part et d'autre. Il n'y avait plus d'ambassadeurs de Russie aux États-Unis, à Washington, depuis le départ de M. Antonov, depuis le mois d'octobre, puisqu'il est arrivé à la fin de son mandat, il n'avait pas été prolongé, par anticipation d'une potentielle alternance, évidemment, aux États-Unis. Et le nouvel ambassadeur russe est arrivé, je crois, la semaine dernière à Washington. Bon, ça, c'est aussi le produit des discussions à Riyad. Hein. Il a reçu les agréments. Le projet, c'est de rouvrir les consulats qui ont été fermés de part et d'autre, sous Trump 1 d'ailleurs, hein, à San Francisco donc pour le consulat russe, et puis même à Saint-Pétersbourg pour le consulat des États-Unis, donc de remettre du personnel diplomatique, de refaire des visas diplomatiques, bref, de remonter la pente depuis les expulsions croisées d'ambassadeurs, hein, souvenez-vous, 2016, 2017, 2018. Donc ça avance. Il y a des projets qui sont évoqués, pour l'instant ce sont des phrases, il n'y a rien de concret, mais sur les projets dans l'Arctique. Les Russes répondent volontiers à l'appel du pied que font les Américains sur l'Arctique. On a vu que pour l'Arctique, pour Trump, c'est un sujet qui visiblement l'intéresse, hein, le Groenland, etc. Et puis c'était déjà un sujet sous son premier mandat. Il y a aussi des signaux sur des coopérations possibles sur les terres rares en Russie avec des projets d'exploitation. Bon, on voit qu'il y a un agenda économique qui se cherche. Ils essayent de raccrocher des choses là-dessus. Et évidemment, on comprend que pour les Russes, il y a un intérêt qui est très direct, c'est de montrer qu'ils ont finalement, qu'ils sont plus attractifs à ce compte-là que les Ukrainiens, qu'ils ont plus de cartes dans leur jeu que les Ukrainiens, et que donc il vaut mieux faire des affaires avec eux, avec en ligne de mire, évidemment, que ce dialogue-là, s'il prend, hein, et pour l'instant on est au balbutiement, vienne stimuler le dialogue sur l'Ukraine en faveur des intérêts russes plutôt, et aussi pour obtenir un réaménagement des sanctions, voire une levée des sanctions, dont parlent les Américains. Je rappelle que quand même le secrétaire au Trésor américain, M. Scott Bessent, hein, qui a pris la succession de Mme Janet Yellen, a publiquement évoqué encore la semaine dernière que le sujet de la levée des sanctions était sur la table, hein, très clairement, dès lors qu'il y aurait des avancées sur le dossier ukrainien. Le sujet de lever les sanctions aux États-Unis sous Biden n'était pas évoqué. C'était quelque chose qui paraissait complètement hors de l'agenda. C'était évoqué dans certains think tanks aux États-Unis, Rand Corporation ou autres, par certains chercheurs qui, cherchaient déjà à réfléchir à l'après et expliquaient, pas depuis 6 mois ou 1 an, mais même depuis 2 ans, qu'il fallait mettre dans le panier des discussions avec les Russes, comme une carotte, si vous voulez, la levée des sanctions pour les inciter à, à changer de position sur l'Ukraine. Bon, mais ça restait des idées couchées sur le papier dans des centres de réflexion, ça n'a jamais été, au département d'État, à mon avis, publiquement évoqué. C'était quelque chose qui était complètement hors de l'agenda. Avec Trump, ça change. Vous avez le secrétaire au Trésor qui est quand même responsable pour les sanctions. Le Trésor américain, c'est l'OFAC, hein, c'est le grand gendarme de l'application des sanctions dans le monde, et la France en sait quelque chose, qui parle de lever des sanctions. Donc, ceci étant dit, les Russes n'ont, à mon avis, ne se bercent d'aucune illusion sur ce que peut faire Trump, et une fois de plus, il y a les paroles et puis il y a les actes. C'est-à-dire que quand il a été élu, les Russes se sont réjouis de la défaite de Biden plus que de la victoire de Trump, hein. C'était surtout le motif de réjouissance, c'était ça, c'était la défaite des démocrates, plus que la victoire de Trump, surtout qu'ils ont conservé une mémoire, enfin en tout cas une certaine amertume à l'égard du premier mandat de Donald Trump. Premier mandat de Donald Trump. Là, en revanche, quand il est élu en 2016, les Russes sont à Moscou, c'est la joie, hein. Sauf qu'ils vont très vite déchanter parce qu'il y a des paquets de sanctions qui sont pris de manière complètement, inattendue par Donald Trump, des sanctions extrêmement dures sur le géant russe de l'aluminium qui s'appelle Rusal.
je ne sais pas si vous vous en souvenez, un paquet de sanctions extrêmement violents contre la Russie qui s'appelle CAATSA, qui était extrêmement contraignant. Et à l'époque, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de tout ça. Et je rappelle que Trump était qualifié de candidat élu par les Russes, enfin, histoire d'ingérence, etc. Donc, ils ont conservé une mémoire quand même assez contrastée, je dirais, voire une certaine amertume à l'égard de ce premier mandat, si bien que quand il est élu en novembre dernier, il n'y a pas vraiment d'illusion. Cela dit, à partir du 20 janvier dernier et des prises de position quand même très affirmatives de M. J.D. Vance à Munich et des différentes déclarations, M. Rubio et autres, ils ont commencé, me semble-t-il, à se prendre à croire à l'ouverture d'une fenêtre, en tout cas dans les relations avec les Américains. Il faut jouer le jeu de cette fenêtre, investir quand même un certain capital politique, mais pas trop, pour alimenter le dialogue. Et je pense qu'un des objectifs de tout ce processus, c'est d'être celui qui ne dira pas non et qui ne dit pas non à Donald Trump. Puisqu'on a compris que quand on dit non à Donald Trump, eh bien, il s'énerve et ça peut évidemment mal tourner. Et donc l'idée, c'est chaque fois faire la passe, ne pas avoir la balle dans son camp, mais mettre la balle dans le camp adverse, pour n'être pas celui qui perturbe Donald Trump. Combien de temps ça peut tenir, je ne sais pas. Les échéances, en tout cas, sont, à mon avis, celles du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui doit avoir lieu a priori en Arabie Saoudite. On ne sait pas trop quand, mais on sait que les équipes de part et d'autre travaillent au montage, à la préparation de ce sommet. La seule chose, si vous voulez, c'est que ils ne vont pas se rencontrer juste pour se voir et faire une photo. On imagine mal un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'il n'y a pas eu des avancées sur le dossier ukrainien, avec des résultats quand même assez concrets. Or, pour l'instant, on n'en voit pas. Il y a eu l'histoire de la trêve sur les frappes contre les infrastructures énergétiques qui est censée être entrée en vigueur depuis le 18 mars, sauf qu'en fait, de part et d'autre, on voit quand même qu'il y a toujours des frappes sur des infrastructures énergétiques. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Les Russes, d'ailleurs, on a encore parlé en fin de semaine dernière, en expliquant que ça ne fonctionne pas. Le deuxième volet des premiers, contacts qu'il y a eu, c'est la réactivation de l'initiative sur les céréales en mer Noire. Donc ça, c'est pas encore fait, mais en gros, c'est la réactivation de quelque chose qui a déjà existé, qui était en juillet 2022, juillet 2023, l'initiative sur la mer Noire, donc pour sanctuariser certains corridors maritimes pour que les exportations de céréales ukrainiennes et russes puissent passer à travers la mer Noire sans être attaquées par des drones, sans que les infrastructures soient bombardées, etc. Bon, ça a fonctionné pendant un an sans que les Américains s'en mêlent d'ailleurs. C'était un accord qui était signé sous les auspices de l'ONU avec la Turquie comme intermédiaire technique, puisque la Turquie c'est les détroits, il faut passer par les détroits turcs pour accéder en Méditerranée. Ça a bien fonctionné, les Russes s'en sont retirés en partant du principe qu'ils n'avaient plus rien à y gagner, que finalement l'Ukraine y gagnait plus que eux-mêmes, et les Russes sont restés convaincus que les Ukrainiens recevaient des armes par les tankers qui arrivaient, supposément chargés de denrées, de commodités civiles, mais qui en réalité auraient pu transporter de l'équipement militaire pour les aider. Donc ils ont décidé de s'en retirer. Là, le projet, c'est de réactiver tout ça, mais ça doit aller au-delà, puisque l'idée, c'est d'imposer finalement un cessez-le-feu localisé aux opérations en mer Noire. Donc on n'utilise plus de drones en mer, on n'attaque plus les... Il y a vraiment une sanctuarisation, un moratoire sur les frappes, sur les bâtiments civils, militaires, etc. A priori, les Russes ont quand même un intérêt à jouer ce jeu, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que dans les contreparties, ils exigent la levée des sanctions sur un certain nombre d'opérateurs liés au commerce des céréales et au commerce des fertilisants. Alors attention, ni les céréales ni les fertilisants sont sous sanction, parce que lorsque les Européens et les Américains ont voulu les mettre sous sanction, vous avez des pays comme le Brésil et d'autres qui ont dit voilà, surtout pas, nous on a besoin de fertilisants, on en achète beaucoup aux Russes parce qu'on a une très grosse agriculture, si vous nous sanctionnez les engrais, comment on va faire ? Bon, ça faisait partie quand même des éléments à prendre en compte. Donc techniquement, en tant que commodité, ni les céréales ni les engrais ne sont sous sanction, ce sont les opérateurs, les transporteurs, les sociétés d'assurance, les financiers, etc., des oligarques russes qui sont dans ce secteur-là, qui, eux, sont sous sanction. Et surtout, aussi des banques. Et notamment une banque russe en particulier, qui s'appelle Roselkhozbank, qui est un peu le crédit agricole russe, si vous voulez, qui était l'interface de la contrepartie pour les paiements, qui était récipiendaire des paiements pour les exportations de céréales, et qui était mise sous sanction par les Européens, et alors je ne sais plus quel paquet de sanctions. Et donc les Russes disent d'accord, nous on veut bien jouer le jeu de ce moratoire, par contre, en geste concret, il faut lever les sanctions. Et les Américains là-dessus ne peuvent pas les lever tout seuls, parce qu'il y a beaucoup de sanctions aussi qui ont été prises par les Européens, notamment sur le SWIFT. Le SWIFT, c'est Belgique,
Et donc là, les Européens, évidemment, qui ne sont pas du tout dans la boucle des discussions russo-américaines, ne veulent pas jouer le jeu gratuitement. Et évidemment que là, ça bloque. Et donc c'est pour ça que je vous dis, pour les Russes, l'enjeu, c'est de ne pas être celui qui dit non et de renvoyer la balle dans le camp d'en face et de dire, vous voyez, c'est pas moi qui veux pas, c'est le bonhomme d'en face qui joue pas le jeu, que ce soit Zelensky, que ce soit la Commission européenne, que ce soit qui vous voulez. Donc pour l'instant, c'est assez pénible, ça ne débouche sur rien de concret. Alors, sur l'état final recherché par les Russes en Ukraine, il me semble là aussi que pour eux, plus que de prendre encore un oblast ou 3-4 villages ou je ne sais quoi, ce qui les intéresse vraiment, c'est le statut de l'Ukraine, plus que les territoires. C'est-à-dire qu'ils recherchent avant tout d'obtenir, par la force armée ou par la force diplomatie, de revenir au statut hors bloc, au statut de neutralité de l'Ukraine, qui était inscrit dans la constitution ukrainienne, d'ailleurs jusqu'en 2014, après le changement de pouvoir qui est intervenu à Kiev, après Maïdan, puisque de nouvelles autorités ukrainiennes sont revenues sur ce statut hors bloc de l'Ukraine et ont fait de l'adhésion aux structures euro-atlantiques un objectif de la politique extérieure ukrainienne. Bon. Pour les Russes, l'idée c'est de revenir à ce statut de neutralité, d'obtenir une neutralité de l'Ukraine, puisque ça leur permettrait de fait de neutraliser et d'avoir tout de suite une espèce d'état tampon, si vous voulez, sur lequel il ne pourrait pas y avoir de troupes étrangères otaniennes, il ne pourrait pas avoir de système d'armes de l'OTAN, de base de l'OTAN ou je ne sais quoi en Ukraine, et d'avoir donc une ligne de contact de 2000 km, même plus, en fait, qui soit tout de suite quelque part sortie du jeu. Et ça, c'est important pour eux. Pourquoi ? Parce que dans la logique de régénération de force qu'ils vont devoir faire une fois que les combats se seront arrêtés, s'ils n'ont pas à prendre en compte l'Ukraine, devoir positionner je ne sais pas combien de groupes d'armées en face ou de divisions en face, parce que le pays est neutralisé et que vous avez 900 km de zone tampon, ça leur permettra de faire de l'économie de force et de se concentrer sur la Baltique, se concentrer sur l'Arctique, se concentrer sur la mer Noire, sur le Caucase, et de ne pas immobiliser du matériel et des forces face à une Ukraine qui serait non pas dans l'OTAN, mais avec l'OTAN en Ukraine. Donc ça, à mon avis, c'est un élément qui est cardinal dans le calcul qui est fait à Moscou. Et d'ailleurs, ce qui est souvent rappelé en Russie comme base de discussion, pour des futures discussions sur le cessez-le-feu, ce sont les accords d'Istanbul de 2022. Je dis les accords, mais ils n'ont jamais vu le jour, ces accords. Ils n'ont jamais été paraphés ni par les Russes, ni par les Ukrainiens. Alors souvenez-vous, quand la guerre éclate, en fait, les négociateurs russes et ukrainiens prennent très vite contact directement, sans qu'il y ait les Saoudiens ou les Émiriens pour les mettre en relation. Ils prennent contact très rapidement, ils se rencontrent d'abord en Biélorussie, M. Loukachenko, une fois de plus, se met un petit peu au centre du jeu, puis ensuite ils se rencontrent à Istanbul, et vous avez des négociations qui s'engagent dès fin février 2022, tout le mois de mars, avec plusieurs tours de discussion en face à face, et puis parfois en visio. Et donc on arrive à ces projets d'accord d'Istanbul, fin mars 2022 et début avril 2022. Le contenu de ces accords a fuité visiblement depuis dans la presse, puisqu'on peut le récupérer sur Internet, des journaux comme El País en Espagne, qui a fuité beaucoup d'éléments assez intéressants à cet égard-là. Et donc on a le draft, le brouillon de l'accord, qui en fait était assez stupéfiant, et je me souviens de la conférence de presse qui était donnée par les négociateurs russes à Istanbul à l'issue d'un énième tour de discussion avec les Ukrainiens. C'était donc un des négociateurs russes qui était emmené à la fois par M. Medinsky, qui est un ancien ministre de la Culture et qui est aujourd'hui assistant du président russe pour les questions de culture. C'est quelqu'un de très conservateur, assez austère. Et M. Slutsky, qui était à l'époque numéro 2 du LDPR, qui est le parti de droite, on va dire nationaliste russe, mais bon, ça ne correspond pas forcément à la même notion de nationalisme qu'on peut avoir ici en France, et qui est d'ailleurs parfaitement francophone, M. Slutsky. Et donc tous les deux étaient face à la caméra et commentaient aux journalistes leur perception de la copie que leur avaient remis les Ukrainiens comme projet d'accord. Et ils avaient les mines déconfites et ils disaient, mais écoutez, pour nous, il y a pratiquement tout qui y est. L'Ukraine renonce à l'OTAN. Ils sont d'accord de plafonner le nombre de leur armée, ils sont d'accord de renoncer à certains systèmes, la loi pour la langue russe, on va en discuter, bref, il y a pratiquement tout qui était dans l'accord. Et donc, d'après eux, c'était en bonne voie pour fonctionner.
Je rappelle qu'en avril 2022, il n'y avait pas eu l'annexion des 4 territoires par la Russie qui est intervenue en septembre 2022, et les Russes, manifestement, étaient d'accord de retirer les troupes d'un certain nombre de territoires dont ils avaient pris la possession dans la phase initiale de la guerre. Bon, sauf que, comme on le sait tous, ça n'a pas fonctionné. On saura un jour concrètement qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. On prête à M. Johnson, à l'époque Premier ministre britannique, une influence apparemment dans le processus, mais évidemment que les archives parleront peut-être un jour. Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, cet accord n'a pas fonctionné, mais les Russes en reparlent. Et ils disent, nous, ça peut être évidemment une base de discussion, ces accords, ce qui n'est pas surprenant vu leur contenu. Par contre, ils s'empressent de rajouter, il faudra tenir compte des réalités du terrain. La réalité du terrain, évidemment, c'est l'annexion des territoires que les Russes ne rendront pas. Ça, c'est clair et net, qu'ils ne rendront aucun des territoires qu'ils ont pris. Et les sanctions. Parce qu'en avril 2022, il n'y avait pas 16 paquets de sanctions européens et je ne sais pas combien de sanctions américaines. Il y en avait beaucoup moins. C'était le début du processus de mise en route des sanctions contre la Russie. Donc évidemment qu'il y a tout ça qui rentre dans le panier des discussions aussi pour les sanctions. Mais on voit que l'agenda reste celui quand même de démilitarisation. Comme ils soutenaient au début, ils ont parlé de démilitarisation, dénazification. Il n'y a pas eu d'objectif clair, mais il y avait des termes comme ça qui étaient mis en avant. Démilitarisation, évidemment que ça porte sur les systèmes d'armes et leur quantité et leur nature, en fait, qui auraient vocation à rester ou pas, selon cette approche, en Ukraine. Et la dénazification, ça renvoie au sort de M. Zelensky et de son équipe. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est que Trump reprend à son compte quand même certains éléments, effectivement, de langage ou certaines idées qui circulent au Kremlin et qui sont clairement exprimées depuis au moins le mois de mai dernier, puisque techniquement le mandat de M. Zelensky est arrivé à échéance, je crois, au mois d'avril, au mois de mai. Et en vertu de la Constitution, il devrait y avoir, enfin, il n'est plus censé avoir les pouvoirs. Et donc les Russes disent, nous, on ne veut pas signer avec lui parce qu'il n'est pas légitime. Pas surprenant, hein, sauf qu'au début, ils étaient seuls à dire ça, mais maintenant Trump a repris à son compte, puisqu'il dit, il faut des élections en Ukraine. Et souvenez-vous, il a qualifié Zelensky de dictateur qui n'est pas élu. Enfin, il y avait quand même des prises de position très très dures et complètement inédites, en fait. Et puis, souvenez-vous du clash dans le bureau ovale le 28 février, entre Trump et Zelensky. Et finalement, ce qu'on voit émerger, c'est que la séquence électorale en Ukraine devrait rentrer dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. D'abord, on ne parle même pas de paix, parce que cessez-le-feu et la paix, c'est deux choses différentes. D'abord, de cessation des hostilités. D'abord, une cessation des hostilités, tenue d'élections, nouvelles autorités en Ukraine, selon cette lecture-là, ce séquençage qui semble quand même être discuté et émerger dans les discussions entre Russes et Américains. Et ensuite, avec la nouvelle direction ukrainienne qui sortira des urnes, là, on signera des documents un peu plus robustes. Zelensky semble, se préparer à ça, puisque je crois que dans The Economist de la semaine dernière ou dans le Time de ce week-end, il y a un article qui expliquait que, visiblement, il y a des équipes de campagne qui commencent à s'activer en Ukraine. On se prépare, en tout cas, au scénario de tenue d'élections avant la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il faut le prendre pour un bon signe? J'en sais rien, mais en tout cas, il se prépare à cette éventualité-là. Une fois qu'on en termine avec l'Ukraine, une fois de plus, un jour, on en terminera bien quand même avec ce conflit, le deuxième étage de la fusée, vu de Moscou, c'est la remise à plat de l'architecture de sécurité en Europe, qui n'existe pas. Enfin, ce conflit montre qu'il y a quand même un très très gros problème, au minimum. Et alors là, l'état final recherché, idéal une fois de plus, l'état final idéal recherché par les Russes, c'est celui qu'ils ont inscrit dans les deux projets de traité qu'ils ont remis sous forme d'ultimatum aux États-Unis d'une part et à l'OTAN d'autre part en décembre 2021. Donc décembre 2021, c'est pas encore la guerre. Hein, souvenez-vous, les Russes amassent des troupes autour de l'Ukraine. On se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'ils veulent provoquer une nouvelle rencontre avec Biden comme celle qu'il y a eu entre Poutine et Biden à Genève en juin 2021? Mettre la pression sur les Américains. Et dans ce contexte-là, il y a deux textes qui sont donc remis par les Russes aux Américains et à l'OTAN et qui, en fait, demandent aux Américains et à l'OTAN de revenir sur tout ce qui a été fait depuis 1997. Les vagues d'élargissement, les bases de l'OTAN, les infrastructures, etc., de tout démanteler, de revenir. Donc, évidemment, parfaitement inacceptable par les Américains et par l'OTAN. C'est balayé d'un revers de la main par l'Alliance. Les Américains ont quand même produit une réponse un peu plus intéressante, qui était publiée, on pouvait la télécharger sur le site du département d'État, qui était assez intéressante parce qu'ils jouaient le jeu. Alors est-ce qu'ils y croyaient? Je pense pas, mais ils jouaient le jeu en disant écoutez, nous on est d'accord, on peut discuter de l'ABM, le bouclier antimissile, que les Américains ont édifié
en Roumanie, avec le radar en Turquie, avec ce qui se prépare en Pologne. C'est un sujet vraiment toxique dans la relation russo-américaine depuis 20 ans, pour pas dire plus. Donc les Américains disaient très bien, on peut imaginer des visites croisées de sites, on peut imaginer des choses. Bon, il y avait, en tout cas, du gage qui était donné, mais évidemment, 24 février 22 est passé par là, et donc tout ceci n'est plus d'actualité. Cela dit, c'est à mon avis le texte idéal qui est rechargé, et d'ailleurs au ministère russe des Affaires étrangères, mais pas seulement, c'est un texte qui est régulièrement évoqué pour dire, nous, voilà, en gros, c'est il faudra qu'on discute de ça. Alors, sauf que, dans les éléments de langage, il parle de moins en moins d'architecture de sécurité euro-atlantique, ou vous vous souvenez de Lisbonne à Vladivostok, ou de Vancouver à Vladivostok. Ça, c'est la terminologie qu'on utilisait dans les fin des années 80 et les années 90. Maintenant, il parle d'architecture de sécurité eurasiatique. Poutine en a notamment employé ce terme-là lors de conférences données en public. Il parle d'architecture de sécurité eurasiatique, et je trouve la terminologie assez intéressante parce qu'elle est assez révélatrice de l'état d'esprit, c'est-à-dire que le barycentre, alors déjà c'est intéressant parce que ça met la Russie un peu plus au centre du jeu, c'est plus une périphérie de la zone euro-atlantique, mais ça devient un élément central dans le bloc eurasiatique, c'est la géographie. Et d'autre part, dans l'eurasiatique, ça fait penser aussi quand même à la Chine, enfin à d'autres pays qui sont dans l'équation. Et évidemment, si on les fait rentrer dans la discussion, ce qui n'est pas du tout gagné, parce que les Chinois ne veulent évidemment pas être liés par aucun traité que ce soit qui serait contraignant, évidemment que ça place les Russes en plus en position un peu d'intermédiaire entre les Chinois, les Américains, potentiellement. Et ça leur permet aussi de dire, regardez, nous on parle avec les Chinois, on parle avec les Indiens. Bon, les Indiens et les Chinois, c'est quand même un contentieux historique. On parle avec les Pakistanais, il y a des exercices militaires russo-pakistanais depuis plusieurs années qui se tiennent chaque année. Ils ont vendu du matériel militaire au Pakistan. Et ça aussi, Pakistan et Inde, c'est un sujet. Donc cette capacité de discussion un petit peu élargie, et finalement les Européens, là-dedans, c'est un élément, mais vous n'êtes pas l'acteur, j'allais dire forcément principal, mais vous êtes un acteur potentiellement parmi d'autres. Alors ça, évidemment, c'est des choses très théoriques, parce que ce sont des processus extrêmement longs, extrêmement techniques, extrêmement pénibles. Et surtout, comme je vous l'ai dit, les Chinois, et je vais y revenir, ne sont pas forcément très très partants. Cela dit, un des éléments que les Russes évoquent, et alors là, ça date aussi avant le 24 février 2022, comme élément structurant de cette architecture de sécurité qu'ils estiment eurasiatique, c'est la notion d'indivisibilité de la sécurité. C'est-à-dire pour eux, cette architecture de sécurité qui reviendra un jour, elle doit être construite sur la base de l'indivisibilité de la sécurité. Alors, très schématiquement, il y a deux principes qui se télescopent un peu et qui rentrent en compétition dans les questions d'édification d'architecture de sécurité. C'est la liberté des États, des acteurs d'entreprendre souverainement leurs arrangements sécuritaires, et notamment d'adhérer à des blocs militaires ou des alliances s'ils le souhaitent. Liberté de procéder à ces arrangements sécuritaires, et la notion d'indivisibilité de la sécurité qui est très simple, qui consiste à dire vous ne pouvez pas assurer votre sécurité au détriment de celle de votre voisin. C'est-à-dire, si vous vous sentez en sécurité, mais que par vos arrangements, votre voisin n'est pas en sécurité, alors il n'y a pas de sécurité, en fait. Voilà. Donc c'est deux principes qui sont un peu en contradiction. C'est comme l'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parfois, ça ne marche pas bien ensemble. Bon. Et donc pour les Russes, il faut, de ce point de vue-là, qu'il y ait cette notion d'indivisibilité de la sécurité comme élément au cœur de ce qui rentre évidemment en contradiction avec la liberté des pays qui le souhaitent de demander d'adhérer à l'OTAN. Et donc finalement, ce qui revient à obliger l'OTAN dans cette lecture-là à revenir sur sa politique de la porte ouverte, qui est fondamentale dans l'Alliance. C'est vous faites acte de candidature à l'OTAN et à l'unanimité, les pays décident de vous octroyer ou pas le MAP, et puis ensuite vous devenez c'est Bucarest 2008 pour l'Ukraine et la Géorgie. Donc en fait, ça c'est la notion qui est au cœur de tout ça. Alors il y a quand même une évolution qu'il faut constater dans l'attitude des Russes à l'égard de ces discussions-là par rapport au premier mandat de Trump. Et c'est là où je vais vous parler des Chinois. C'est que sous Trump 1, les Russes et les Américains doivent renégocier un traité stratégique qui s'appelle le New Start, qui arrivait à échéance en 2021. Et donc Trump, qui est en campagne électorale pour sa propre réélection à l'époque, il va perdre l'élection puisque Biden sera élu, à l'automne 2020, des négociations se nouent entre Russes et Américains pour prolonger le New Start, qui doit arriver en échéance en février 2021.
Et Trump joue un peu son va-tout parce que il y a une élection, il n'est pas forcément sûr d'être réélu et donc il tente un petit peu son va-tout et il dit moi je suis d'accord en gros de prolonger l'accord New Start puisque dans le traité du New Start il y a des provisions déjà prévues pour son extension pour 5 ans, mais il faut mettre les Chinois dans la boucle. Et il dit aux Russes, vu que vous entendez bien avec les Chinois, débrouillez-vous un peu comme vous voulez, vous mettez les Chinois à la table des discussions et on signe un accord à 3. Sauf que les Russes disent attendez, ça se passe pas comme ça, c'est un accord New Start bilatéral, les Chinois c'est encore autre chose. Et pour là aussi renvoyer un peu le ballon aux Américains, ils disent très bien, nous on peut le faire, mais dans ces cas-là, vous mettez les Français et les Britanniques aussi dans la boucle. Et on met tout le P5 sur un traité de contrôle des armements stratégiques nucléaires. Alors évidemment pour les Français c'est fin de non-recevoir, mais de toute façon pour les Chinois aussi c'est fin de non-recevoir, et de toute façon Trump n'a pas été élu, c'est Biden qui a été élu, et Biden a re-signé tout de suite en février 21 pour prolonger de 5 ans le New Start. 5 ans ça nous amène à février 2026, c'est-à-dire dans un peu moins d'1 an, et là en revanche il n'y a rien qui est prévu pour le prolonger ce traité. Il faut le remettre à plat et rediscuter de tout. Et ça c'est évidemment un gros sujet dans l'agenda bilatéral, mais là aussi Trump recommence puisque depuis son entrée en fonction, il y a quand même eu des déclarations sur le registre. Les armes stratégiques, ça coûte horriblement cher. On pourrait diminuer l'arsenal de 50%. Lui, dans une logique de diminuer les coûts en général. Il a fermé le ministère de l'Éducation, il vire beaucoup de monde. Donc ça rentre aussi dans cette logique-là. Ce à quoi Poutine a répondu favorablement, ça mange pas de pain. Il dit moi, sur le principe, pourquoi pas. Là aussi, l'idée, c'est un peu accommoder le tempétueux Donald Trump. Et d'autre part, Trump est revenu à la charge avec l'idée de mettre les Chinois dans la boucle. Et il dit qu'il faut un trialogue Russie, États-Unis, Chine sur le contrôle des armements stratégiques. Alors on ne joue pas dans les mêmes cours évidemment entre les arsenaux stratégiques américains et russes d'un côté et chinois de l'autre. Mais quand même, surtout que les Chinois ne sont liés, comme je vous l'ai dit, par aucun traité contraignant sur le contrôle des armements, ils produisent ce qu'ils veulent, ils stockent ce qu'ils veulent, ils déploient ce qu'ils veulent où ils veulent. Ce qui est problématique pour les Américains dans la logique de la compétition dans le Pacifique, puisque les Américains ont les alliés japonais, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Pour les Russes, même s'ils ne le disent pas, c'est aussi problématique, parce que les Chinois ont quand même des arsenaux nucléaires stratégiques et tactiques. Et donc pour eux, il y aurait quand même aussi effectivement un intérêt à ce que les Chinois soient quand même liés par des traités de contrôle, mais quand on dit contrôle, ça veut dire d'inspection, de mesures de confiance, on partage des données, etc., pour savoir à combien on en est dans les stocks d'armement, qu'est-ce qui est déployé où, combien de vecteurs. Enfin bon, là aussi, ce sont des choses quand même assez techniques. Et donc là, Poutine, si en 2019-2020 était plutôt réticent et pas très allant sur l'idée de mettre les Chinois dans la boucle, et ça s'était manifesté par le fait qu'ils disent mettez les Français et les Britanniques, parce qu'ils savaient très bien que ça n'arriverait pas. Cette fois-ci, il a dit oui, pourquoi pas. On peut discuter avec les Chinois là-dessus. Donc là aussi, donner du gage à Donald Trump et rééquilibrer la relation avec les Chinois qui, vous imaginez bien, depuis 2022, est monté en puissance dans la relation entre Moscou et Pékin. La Chine est le premier partenaire économique de la Russie, c'est 240 milliards de dollars d'échanges il y a 2 ans, et l'année dernière, ou 244, je ne sais plus. Mais évidemment qu'il y a une asymétrie entre les deux. Il y a une première puissance économique mondiale d'un côté, la Russie évidemment c'est pas le cas, puissance démographique, militairement, conventionnellement pareil, on joue pas dans la même cour. Donc il y a une asymétrie et qui n'est évidemment pas en faveur de la Russie, et c'est donc un moyen à travers ce dialogue, alors peut-être pas sur une base de parité géopolitique avec les États-Unis, mais en tout cas qui est l'héritière à travers New Start d'une forme de parité géopolitique avec les Américains, de se placer un peu au-dessus des Chinois en disant nous voilà, on dialogue avec les Américains sur un sujet qui historiquement est structurel dans la relation entre Moscou et Washington depuis des décennies, et on va vous faire venir, bon, sauf que les Chinois ne veulent pas y aller. Évidemment, eux, ils ne veulent absolument rien signer au motif que leur arsenal stratégique est beaucoup inférieur à celui des Russes et des Américains. Mais cela dit, cet élément de rééquilibrage, on le retrouve aussi dans, le fait que les Russes se montrent intéressés sur la coopération avec les Américains dans l'Arctique. Parce que ça aussi, les Chinois s'intéressent beaucoup à l'Arctique. Ils développent leur flotte de brise-glace. Ils ont injecté de l'argent dans le grand nord de la Russie pour des projets oil and gas. Voilà, il y a quand même un intérêt de la Chine. Ils sont État observateurs dans le Conseil de l'Arctique. Enfin, il y a un intérêt de la Chine pour cette région-là, et cette région-là intéresse aussi beaucoup Trump, et il ne veut surtout pas y voir les Chinois. Donc forcément, si les Russes répondent positivement aux appels du pied des Américains de venir faire des projets conjoints dans l'Arctique russe,
forcément, ça vient rééquilibrer un petit peu le jeu. Et donc ça rentre, à mon avis, en ligne de compte. Alors, sauf que pour Trump, il y a quand même une équation qui, à ce stade, paraît très dure à réaliser, parce que à travers ce deal sur l'Ukraine qui essaye de se dessiner, pour l'instant, on en est loin, hein, il veut à la fois mettre fin à la guerre, objectif proclamé depuis la campagne électorale. Il veut que ce deal soit en plus avantageux pour les intérêts américains économiques, notamment. Ça renvoie donc à la fois sur les captations des ressources minérales ukrainiennes, qui à mon avis doit rentrer dans une logique aussi de containment de la Chine, hein, pour préempter en fait ces ressources pour que les Chinois ne mettent pas la main dessus. Donc ça fait déjà 2 choses à remplir. Et la troisième, ils sont quand même toujours partis au conflit. Les Américains donnent toujours du renseignement en temps réel aux Ukrainiens. Il n'y a plus vraiment de livraison d'armement, mais ils ont suspendu, puis ils ont repris l'aide qui avait été décidée par Biden et qui doit encore partir en Ukraine. Et maintenant, comme il est très contrarié par l'attitude de Vladimir Poutine, il menace de mettre des taxes de 500% sur le pétrole russe. Donc il y a un peu un tiraillement. C'est-à-dire il veut essayer de cocher 3 cases en même temps, sauf que dans la logique de négociation, c'est un petit peu compliqué. Et donc ça, les Russes le voient bien, ils le comprennent bien. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils mettent des gages dans la discussion avec les Américains, parce que bon, ce qui est bon à prendre est bon à prendre. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'ils se bercent d'aucune illusion, c'est qu'ils attendent évidemment de voir où toutes ces discussions vont mener, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un effet boomerang avec un retour de bâton comment dirais-je, qui soit désagréable. Et ça, ce qui nous traduit un peu cet état d'esprit-là, c'est quand on voit le profil des 2 négociateurs qu'ils ont envoyés pour les discussions techniques la semaine dernière, ou il y a 10 jours, à Riyad. Hein. Alors les premiers contacts, c'était très haut niveau, hein, puisque c'était M. Rubio, M. Witkoff, donc M. Rubio, secrétaire d'État pour les Américains, M. Witkoff, qui est conseiller, envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, qui était à la table des négociations, et le conseiller à la sécurité de Donald Trump, M. Waltz. Donc là, c'est une équipe quand même de très très haut niveau qui était envoyée pour le premier contact avec les Russes à Riyad. Et côté russe, on avait M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, M. Ushakov, qui est le Sherpa de Poutine pour la politique étrangère. Bon, là, il y a 10 jours, c'est pas du tout ça, ce sont des équipes de techniciens qui sont venus. Alors on a eu des gens parfaitement inconnus, je vous dirai même pas les noms parce qu'on va pas les retenir, mais des gens du département d'État, notamment, qui sont venus pour des discussions techniques côté américain. Et côté russe, le profil, il y en a 2, M. Karasin, qui est un politicien, ancien diplomate, mais qui est maintenant l'équivalent du Sénat en Russie, au Conseil de la Fédération, et qui chapeaute notamment la Commission pour les affaires étrangères et de défense du Sénat russe, si vous voulez. Donc, on a envoyé. C'est au niveau de discussion, déjà, on prenait pas forcément trop de risques. Et le deuxième, c'est M. Beseda. M. Beseda, c'est l'ancien chef du 5e département du FSB, donc c'est le département qui est en charge de la collecte des informations dans l'espace post-soviétique, et c'est à lui que l'on prête notamment une certaine influence sur l'élaboration des plans de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale, et c'est notamment lui qui aurait vendu le fait à Poutine que Kiev tomberait en 3 jours. Bon, il a été disgracié, c'est peu de le dire. Il s'est retrouvé comme conseiller spécial M. Bortnikov, qui est le chef du FSB, mais tombé quand même passablement en disgrâce, et qu'on envoie pour négocier, donc il y a un petit côté, va réparer un peu tes erreurs. Mais si vous vous plantez dans les négociations avec des profils comme ça, c'est pas trop grave, parce que si vous envoyez Lavrov, et vous envoyez de très très haut niveau, et que les négociations partent au clash ou ça fonctionne pas, évidemment que là, politiquement, c'est plus compliqué de revenir. Là, avec des profils comme ça, c'est des discussions qui restent techniques, vous avez toujours droit à l'erreur, évidemment, et le coût politique sera moindre à assumer qu'envoyer des très gros calibres. Donc, je pense qu'il reste très prudent, je pense qu'ils vont avancer là où ils peuvent, jusqu'où ils peuvent, sur tous les autres sujets, puisque sur l'Ukraine, Poutine ne signera rien juste pour faire plaisir à Trump. Ça n'arrivera pas. Le sujet de l'Ukraine est beaucoup trop important pour les Russes, alors qu'il l'est pas trop pour Trump, on l'a compris, pour qu'il se contente d'un accord pour la photo, en gros, et pour donner satisfaction à Donald Trump, surtout qu'on a tous en tête ce qui s'est passé aussi avec la Corée du Nord sous le premier mandat de Donald Trump. Donald Trump a eu 4 rencontres avec Kim Jong-un. On est passé de Little Rocketman, et j'ai un bouton plus gros que le tien, à je vais me balader avec toi sur la ligne de démarcation, ce que n'avait fait aucun président américain avant. Ils se sont vus 4 fois, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Trump est parti, Kim Jong-un est toujours là, et en réalité, il n'y a pas eu d'avancée substantielle. Et donc ça, c'est exactement ce que ne peuvent pas se permettre les Russes sur un sujet comme l'Ukraine, qui est évidemment éminemment stratégique. Alors j'ai pas regardé le temps, mais
5 minutes. Bon, alors 5 minutes pour vraiment, en guise un peu de conclusion, sur des Méditerranée, Afrique du Nord et Afrique. Bon, alors, historiquement, ce sont des zones où les Russes, depuis 2 siècles, en tout cas pour la Méditerranée orientale et le Proche et Moyen-Orient, ce sont des zones où ils ont toujours cherché à rester, à conserver une empreinte, et où ils ont jeté des ponts, hein, depuis l'époque des tsars, jusqu'à l'époque soviétique a fortiori. Donc il y a un intérêt historique pour la zone. Ce ne sont pas des zones où vous trouvez des intérêts vitaux de la Russie. La Russie considère ses intérêts vitaux concentrés dans l'espace post-soviétique, d'ailleurs qu'ils appellent de moins en moins espace post-soviétique. Dans le dernier document, d'ailleurs, ils parlent de proche étranger. C'est le retour du proche étranger. Ça, c'est l'appellation qu'on avait dans les années 90. Quand les anciennes républiques qui sont passées devenues du jour au lendemain des États indépendants. Hein. C'est une expression qui était tombée en désuétude, d'ailleurs, sémantiquement, on ne la retrouvait plus. Et là, dans les derniers documents officiels, on reparle de nouveau de proche étranger. Il n'y a pas une seule fois l'itération du mot soviétique ou post-soviétique dans les derniers documents, d'ailleurs. Bon, c'est là qu'ils considèrent avoir leurs intérêts vitaux. Mais au Moyen-Orient, vous retrouvez des zones avec des intérêts évidemment très sensibles, stratégiques, comme la zone du Golfe, parce que la zone du Golfe, c'est le pétrole, c'est le gaz. Le pétrole et le gaz, pour une puissance énergétique comme la Russie, ça touche au budget fédéral, à l'équilibre budgétaire fédéral, etc. Donc ça, évidemment, c'est sensible. Il y a l'accord OPEC+, qui tient toujours depuis janvier 2016. Personne n'y croyait en 2015, hein, que les Saoudiens et les Russes allaient signer. Bon, ils ont signé, ça marche toujours. C'est avant tout une charpente politique avec des conséquences économiques évidemment très importantes pour tous les signataires. Mais il y a fortiori ensuite en Afrique subsaharienne, alors là vous n'avez même pas d'intérêt vitaux évidemment, mais même stratégiquement c'est assez réduit. Hein. Ce qu'on trouve en revanche, ce sont des zones qui, dans une lecture géopolitique des choses, offrent une profondeur stratégique à la Russie, puisque ce sont des zones où les pays occidentaux, et principalement européens et de moins en moins américains, ont des intérêts extrêmement sensibles. En Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, au Proche et Moyen-Orient, et où donc les Russes peuvent, à faible coût, faire pression sur ces intérêts-là pour compenser, avant la guerre, quelque chose qu'ils percevaient comme une pression de la communauté euro-atlantique sur leur flanc occidental, avec élargissement de l'OTAN, élargissement de l'Union européenne, influence euro-atlantique. Comme ils n'arrivaient pas forcément à enrayer cette pression et à contrecarrer ce soft power occidental, et où est-ce qu'ils vont le faire ? Ils vont le faire dans les zones où c'est plus facile de le faire, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et où là, ils peuvent faire très mal à des intérêts. Et ça tombe pour le coup sur nous, sur la France, hein, puisque ce sont des aires où historiquement on a été très présent. Donc c'est un moyen d'opérer un peu ce qu'on peut appeler une manœuvre de désencerclement, si vous voulez, en tout cas de projeter un peu, de déplacer le rapport de force sur ces zones-là. Alors ça va le rester. Hein. Ça va le rester dans cette logique que je décrivais tout à l'heure, qui est celle de la confrontation qui a vocation à durer. Une zone de compétition géopolitique où plusieurs vecteurs sont mobilisés. Évidemment, le vecteur sécuritaire, alors là, il joue sur l'héritage soviétique de l'époque, avec les coopérations militaro-techniques qui avaient été nouées par les soviétiques à l'époque. Ça, c'est un travail qui a été entrepris bien avant l'Ukraine, dans les années 2000, par les Russes, de réactiver un peu les réseaux, d'effacer les dettes de l'Irak, de la Syrie, etc., pour qu'ils rachètent du matériel militaire à la Russie, et donc réamorcer un peu la pompe. Il joue sur le vecteur, d'une manière générale, au-delà du militaro-technique sécuritaire. Il se présente comme une puissance qui a pourvoyeuse de sécurité au sens alimentaire du terme, exportatrice de céréales. Là, souvenez-vous, l'Égypte en 2011, début du printemps arabe, c'est parce que les gens avaient faim, n'avaient pas à manger, et donc trouble populaire, et puis effet domino, on a les printemps arabes qui se diffusent partout. Donc la question de l'alimentation, de la sécurité alimentaire est évidemment cardinale d'une manière générale, mais surtout pour ces pays-là qui ont une démographie galopante. Donc puissance de sécurité alimentaire, sécurité énergétique aussi. Alors ça, on le voit surtout en Syrie. Alors c'est un cas de figure un peu particulier, mais ils envoient du pétrole gratuitement en ce moment, parce que les nouvelles autorités syriennes n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils veulent, ils sont dans une logique de négociation avec les Syriens pour conserver les bases qu'ils ont en Syrie. Sécurité informationnelle pour des régimes en Afrique ou ailleurs, qui sont un peu aux abois, qui ont besoin de contrôler l'information. Évidemment que les Russes, en matière de guerre informationnelle, d'influence, de cyber, il y a un savoir-faire. Nous, là aussi, une fois de plus, on l'a appris à nos dépens. Donc, de leur vendre des solutions informatiques, de leur apprendre comment, mieux manipuler les informations, etc. Bon, c'est des choses qu'on va retrouver. Bref, il y a en tout cas, il y a cette perception-là et cette action-là comme vecteur. Et il y a un vecteur un peu plus
qu'on a tendance un peu à négliger, je trouve, et qui marche très bien, c'est le vecteur, et j'en terminerai par là, de la diplomatie spirituelle, de la religion. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà mobilisé au Moyen-Orient, alors là aussi bien avant l'Ukraine, en se présentant déjà comme une puissance aussi religieuse, orthodoxe, en tout cas pas laïque, qui assume la religiosité, et surtout comme une puissance aussi musulmane, parce qu'en Russie, vous avez 25 millions de musulmans, donc la Russie c'est 140 millions d'habitants, dont 25 millions de musulmans. C'est un islam qui est endogène, qui est présent sur les bords de la Volga depuis des siècles, enfin, en réalité. Et donc la Russie est pays observateur à l'Organisation de la coopération islamique depuis 2005. Et donc il joue aussi sur cette fibre-là, notamment en envoyant dans des missions de diplomatie complémentaires des représentants des sujets de la fédération qui sont musulmans, le Tatarstan, la Tchétchénie, au Moyen-Orient, dans le Golfe, pour porter des messages, pour jouer sur cette fibre un peu de l'islam, si vous voulez, une sorte de dialogue intercommunautaire, et qui marche bien, et qui marche plutôt bien. Et alors, chose nouvelle, on voit ce vecteur spirituel, en tout cas religieux, déployé vers l'Afrique subsaharienne. Et là, c'est très récent. Et là, on voit plusieurs acteurs. On voit l'Église orthodoxe russe, qui ouvre à tour de bras des paroisses dans tous les pays africains, le plus possible. Avec notamment, ils ont créé, c'est leur exarcat patriarcal pour l'Afrique, depuis 2021. Et depuis, je crois qu'on en est... Alors, ils revendiquent 350 paroisses dans 35 pays ou 32 pays africains, avec 250 prêtres, missionnaires, etc. Et alors, à la fois, ils recrutent des prêtres localement, qu'ils forment en Russie, dans les séminaires en Russie, mais aussi dans les séminaires en Afrique, avec des cours en distance, avec des prêtres orthodoxes qui se déplacent pour les former. Il y a des établissements scolaires, enfin ils sont en train vraiment, et l'exarque patriarcal qui s'appelle Constantin Zarais, qui est extrêmement actif, il a passé 10 jours à Madagascar au mois de mars, à faire la tournée de Madagascar. Ce que je veux dire, c'est que ça va au-delà, vous l'imaginez bien, de l'Éthiopie et l'Érythrée, où traditionnellement c'est là qu'on a les orthodoxes en Afrique. C'est l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est pratiquement 50% de la population, 40% de la population qui se dit orthodoxe dans ces pays-là. Là, ils vont au-delà de ça. Ils vont dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique anglophone, ils ouvrent des paroisses. Et alors le deuxième acteur qu'on voit, et là c'est très très récent, ce sont les musulmans de la Volga, puisqu'on a eu une visite au Niger, pays musulman s'il en est, d'une délégation de représentants russes de la Volga, notamment de la République de Mordovie, qui n'est pas un sujet musulman. Mordovie, c'est pas un sujet musulman. Il y a 5% de Tatars seulement qui sont les musulmans dans le pays. Mais c'est eux qu'on a envoyés en délégation pour nouer un dialogue interreligieux, intercommunautaire avec les musulmans du Niger. Et puis, de manière plus anecdotique, on a des responsables russes qui peuvent faire des gestes de piété. Alors, sur l'Afrique, on a constaté la visite de M. Younusbek Yevkourov. Alors vous ne le connaissez pas, mais c'est le vice-ministre de la Défense et c'est celui qui est en charge notamment du corps africain du ministère russe de la Défense, qui va prendre le relais de Wagner en Afrique, qui est présent en Libye, qui est présent au Mali, qui est présent de plus en plus dans d'autres pays africains, et qui est allé en plein Ramadan, il y a quelques semaines, à 15 jours, à Benghazi, dans une mosquée pour faire une prière. Numéro 2 du ministère de la Défense, il s'est fait filmer en train de prier à Benghazi. Donc là aussi, lui, c'est pas un religieux, mais c'est un geste de piété qui sert aussi, évidemment, à jouer cette fibre de l'islam. Et c'est des choses que les compétiteurs de la Russie, certains peuvent le faire. La Turquie a une diplomatie spirituelle extrêmement offensive en Afrique, par exemple. Les États-Unis peuvent le faire parce qu'ils ont les évangélistes qui sont extrêmement offensifs en Afrique. Mais la France ne peut pas le faire, ça. Il n'y a aucun, évidemment, vecteur spirituel déployé par... Donc c'est un avantage compétitif qu'ils ont sur certains de leurs compétiteurs dans ce contexte-là. Voilà, je m'arrête là, j'ai été très bavard et je vous remercie de votre attention. En fait, j'avais plusieurs questions. Premièrement, pourquoi vous avez parlé de dénazification de l'Ukraine ? Et deuxièmement, en fait, j'avais une question. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, ils forment les enfants au maniement des armes
Et d'ailleurs, bon, les filles, ils reçoivent plutôt une formation de secourisme, ce qui d'ailleurs est un peu sexiste, hein, voilà, parce qu'elles peuvent aussi se servir d'une arme. Ensuite, troisièmement, je trouve que, en fait, je vais parler de la notion de dictateur, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est vrai que quand on nous cite des dictateurs, on pense officiellement à Kim Jong-un. Ensuite, on pense aussi à Vladimir Poutine. Mais aussi, je voulais dire que le dictateur, c'est pas seulement des gens qui s'imposent directement. Il y a aussi, par exemple, bon là, je pars sur un autre sujet, après je m'arrête, mais il y a aussi des présidents qui en fait se comportent comme des dictateurs. Donc, par exemple, en fait c'est le cas de la Pologne. Alors je sais pas qui y a au gouvernement en Pologne, mais il y a des principes qui font penser un peu à de la dictature, quoi. Donc voilà, faut faire un peu attention quand on vote les extrêmes, quoi. Bon, j'ai fini. Alors, on prend plusieurs questions ou je prends une par une? Si je prends une par une, bon, alors, comme vous voulez. Hein. Mais je suis pas spécialisé. Sur la Pologne, je ne me prononce pas parce que je connais pas. D'ailleurs, j'y ai jamais été. Sur la dénazification, j'en ai parlé parce que c'était dans les objectifs nébuleux, mais néanmoins proclamés par le Kremlin au début. Reprenez le discours de Poutine, non pas le 24 février 2022, parce que lui, il est très court, mais prenez celui du 21 février 2022, qui fait 3 jours avant. Il se dit qu'ils ont été enregistrés en même temps, d'ailleurs, ces deux discours, mais qu'ils ont été séquencés différemment. C'est un discours d'1 heure, bon, faut l'écouter, hein, c'est long, qui est en fait le dégagement historique et la restitution orale, si vous voulez, de son fameux papier publié à l'été d'avant, sur justement un papier où il retrace l'historique des relations entre la Russie et l'Ukraine, avec sa thèse qu'il défend que c'est le même peuple. Alors, c'est pas les peuples frères, c'est le même peuple selon lui. Bon. Il fait pareil à l'oral le 21 février 2022 et c'est dedans que vous retrouvez déjà les premières références. Et ensuite, il reparle de dénazification puisque selon les autorités russes, il y a des éléments, on va dire nazifiants, c'est ça, qui sont pas majoritaires, mais qui sont suffisamment influents, déterminés et comment dirais-je, prépondérants pour faire pencher la politique de l'Ukraine dans cette lecture-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils prétendent faire la dénazification. Sauf que le décryptage de dénazification, c'est le changement des autorités à Kiev, hein, ce qui était quand même, à mon avis, l'objectif qu'on pouvait suspecter au début de l'opération avec la descente sur Kiev, etc. Et avec le prolongement que j'ai évoqué plus récemment, de faire des élections en Ukraine pour avoir des autorités considérées comme légitimes. Vous voyez, c'est pour ça que j'en ai parlé, hein, c'est juste un élément, parce que les objectifs concrets, une fois de plus, n'ont pas été clairement édictés, ni territorialement, ni etc. Tout comme les objectifs des Occidentaux dans cette histoire-là, dans leur soutien, n'ont pas été édictés non plus. Les phrases, c'était le quoi qu'il en coûte, après c'était autant qu'il le faut, après c'était autant qu'on le peut, on soutiendra l'Ukraine, mais il n'y a pas d'objectif. Zelensky, c'était les frontières de 91, tout le monde a compris que c'était infaisable, il en est revenu depuis longtemps, donc il n'y a pas vraiment de but très clairement énoncé. Sur le maniement des armes et le secourisme, alors, à l'époque soviétique, effectivement, les étudiants, enfin les jeunes, même l'équivalent des lycéens, étaient formés à des gestes élémentaires de secourisme pour les filles, mais je crois même pour les garçons. Et effectivement, les filles aussi étaient formées au démontage des kalachnikovs, des armes. Enfin, c'était une sorte de réserve de fait, un geste à minima, si vous voulez, en cas. Mais c'était l'époque de la guerre froide. Hein, il y avait potentiellement un conflit continental à une échelle énorme qui pouvait avoir lieu et où toutes les ressources de la société auraient été mobilisées pour l'effort de guerre. Donc, est-ce que ça a perduré jusqu'à aujourd'hui? Je serais incapable de vous le dire. En tout cas, je ne crois pas que ça soit dans les mêmes proportions, que ça soit généralisé à tout le système. Ça m'étonnerait. Il serait bien d'avoir plusieurs micros qui circulent de façon à avoir le maximum de questions, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Je vais faire plus court sur la réponse. J'appuie, voilà, merci. À ma connaissance, l'OTAN n'a jamais exprimé de volonté belliciste vis-à-vis de la Russie. D'autre part, les pays qui ont rejoint l'OTAN l'ont fait non pas pour participer à une agression contre la Russie, mais pour se protéger vis-à-vis de la menace russe.
J'aurais voulu savoir ou comprendre pourquoi, si le discours des autorités russes est uniquement un discours de politique interne, ou si vraiment les dirigeants russes considèrent que l'OTAN est une menace pour leur pays. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour votre conférence qui a été très intéressante. On parlait tout début, quand on a commencé, de la psychologie des dirigeants. Je voulais voir si dans vos travaux de recherche, vous aviez pu avoir des éléments sur les relations de Trump lorsqu'il était magnat dans l'immobilier et les éléments de compromission qu'il aurait pu avoir avec feu le KGB et le FSB, puisqu'il y a des informations qui ont circulé selon lesquelles il avait été travaillé, n'ayant pas forcément un officier traitant par le KGB, mais en tout cas qui constituait pour les Russes et l'Union soviétique une cible prioritaire par rapport à son ambition politique. Merci. Troisième question. Certains anciens stratèges... Vous m'entendez ? Certains anciens stratèges américains déploraient le fait que l'attitude de l'OTAN pousse la Russie dans les bras de la Chine, selon l'expression consacrée. J'aimerais savoir comment les Russes vont gérer le fait, d'ici 30, 40 ans, d'être, entre guillemets, dans les bras de la Chine. Et à quel point ils le sont, d'après vous. Bon. Moi, je fais ces trois-là, et puis j'essaie de faire des réponses rapides, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est très bien. Alors sur l'attitude de la Russie à la perception de l'OTAN, oui, l'OTAN est considérée comme une menace, mais depuis bien avant l'éclatement du conflit. Quand vous regardez là encore la sémantique dans les documents officiels russes et les déclarations des responsables, on est passé de la perception d'abord d'une OTAN qui était qualifiée d'abord de dangereuse à quelque chose de menaçant au cours des années 2010. Ça a évolué. Et puis maintenant on est dans la rhétorique de l'ennemi, de l'adversaire. Ça c'est ce qui n'est pas surprenant. En fait, ce qui a changé, c'est que au début, si vous voulez, des années 90 et encore, je pense, la première moitié des années 2000, le premier mandat de Vladimir Poutine, la Russie n'était pas forcément en état de s'opposer, c'est peu de le dire, surtout dans les années 90, à l'élargissement de l'OTAN, mais disons qu'elle achetait le discours que lui prodiguait l'OTAN. Et d'ailleurs, les Américains, au départ, n'étaient pas spécialement partants, mais vraiment au tout départ, dans les années 90, pour élargir l'OTAN. Au début, ils étaient... on réunifie l'Allemagne rentre dans l'OTAN, mais pour le reste, ensuite, on verra. Et puis la machine s'est mise en route avec Clinton, les démocrates, pour l'élargissement. Mais d'ailleurs, contre l'avis de grands géopolitologues qui n'étaient pas forcément d'accord avec cet élargissement, parce qu'ils voyaient venir la confrontation qui risquait d'arriver. Bon. Et donc au départ, les Russes achetaient volontiers, ou en tout cas voulaient croire au discours qu'on leur prodiguait, que cet élargissement n'était pas tourné contre eux. Et d'ailleurs, on leur disait, mais vous savez, si on intègre les Baltes et les Polonais, ils auront plus peur de vous, parce que ça y est, ils seront couverts par l'OTAN, donc ça va détendre le contexte politique, donc il n'y aura pas de guerre, en gros. Bon. Sauf qu'à partir du deuxième mandat de Poutine, et je pense qu'effectivement le discours de Munich en 2007, le fameux discours de Munich en 2007 est à ce titre-là un tournant, ils ont arrêté de considérer les paroles et ont regardé surtout les actes, c'est-à-dire effectivement combien de troupes, le dispositif du bouclier antimissile américain, qui n'est pas un système de l'OTAN à proprement parler, mais qui néanmoins est américain. Ensuite, avec la prolongation en mer avec les Aegis un peu plus tard, les bases de l'OTAN, etc. Et finalement, plus que le discours, l'enrobage politique, si vous voulez, ils ont regardé d'abord concrètement les capacités. Et aujourd'hui, dans leur relation, me semble-t-il, enfin c'est même certain, avec les Occidentaux, c'est d'abord les capacités et le discours, on verra ensuite. Et c'était le cas, en tout cas, clairement, avant l'éclatement du conflit de manière ouverte. Donc, sur l'Ukraine, et l'Ukraine, en 2022, n'était pas à deux doigts de rentrer dans l'OTAN. Il n'y avait pas de map, il n'y avait rien. Par contre, il y a eu la perception côté russe que c'était l'OTAN qui rentrait progressivement en Ukraine avec des partenariats de coopération militaire avec les Britanniques, avec les Canadiens, etc. Et qu'il devait y avoir, à leur sens, une perte de contrôle. Et ça s'est traduit par le déclenchement de ce qu'on appelle l'opération spéciale là-bas. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, alors Trump, agent de Poutine, ça je sais que c'est un thème qui tourne beaucoup. Moi, évidemment, j'en sais strictement rien. Il y a une différence. Agent, ça, clairement, je pense non. Ça, je pense que c'est peu plausible et peu crédible et peu probable. Que ce soit un contact cultivé ou... ça, qu'il y ait eu des contacts, apparemment, c'est documenté.
Est-ce que c'est cultivé avec une arrière-pensée, etc. Ça, évidemment, je n'en sais rien, mais en revanche, il ne faut pas que cette hypothèse nous empêche de réfléchir sur tout ce qui est à côté, parce que si jamais l'hypothèse que Trump est potentiellement une créature sous une forme ou sous une autre du Kremlin, et que donc tout ce qu'il fait finalement est téléguidé, etc., ça nous empêche de réfléchir sur le contexte qui se passe vraiment aux États-Unis de fond dans la société américaine, et que Trump est peut-être le produit aussi de changements à l'œuvre aux États-Unis, qu'on n'a pas voulu voir lors du premier mandat de Trump. On s'est dit c'est une erreur de casting, il a été élu par les Russes, c'est une parenthèse, etc. Finalement, la parenthèse, c'est Biden, c'est pas Trump, puisque Biden revient, et derrière Trump, on a encore des J.D. Vance et des autres qui sont jeunes et qui vont probablement briguer des carrières fédérales. Donc il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est ça que je veux dire. Et alors, autant Russie et Chine, alors ça c'est très très gros ça comme sujet, mais je pense que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure tend à démontrer que les Russes, en cherchant à diversifier le jeu, sont conscients que leur position à l'égard de la Chine est évidemment assez délicate. Ils sont évidemment, comment dirais-je, dans un face-à-face qui parfois peut être assez peu commode avec les Chinois. Ils ne sont pas forcément en situation de pouvoir discuter comme ils le souhaiteraient. Et donc d'ailleurs, ils essaient de diversifier le jeu, pas que avec les ouvertures à l'égard de Trump, mais aussi à travers tout ce qu'on voit dans leur relation avec la Corée du Nord depuis 2 ans. Ça permet d'élargir un peu le jeu en traitant directement avec un des satellites chinois directement, et d'ailleurs ils le font à mon avis sans consulter les Chinois, ils le font directement, et ça c'est un moyen de gagner un peu d'espace politique qui continue de réactiver les liens avec le Vietnam. Alors quand je dis réactiver, c'est pas à cause de la guerre, c'est parce que le Vietnam était fermé pendant très longtemps après le Covid et s'est ouvert peu après, et avec la Russie ça se matérialise seulement depuis 1 an. Avec l'Indonésie, regardez, avec l'Indonésie, ils ont inauguré l'an dernier des manœuvres navales conjointes, Komodo, l'exercice Komodo. Donc, la 2e édition a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est impensable pour nous aujourd'hui, évidemment, d'avoir des manœuvres avec les Russes, la marine russe. Et ils ont perdu à cet égard-là 2 cartes qui étaient intéressantes dans leur jeu. C'était leur relation avec la Corée du Sud et le Japon, puisque la Corée du Sud et le Japon jouent le jeu des sanctions contre la Russie. Mais mon intuition me conduit à penser que si Trump décide de rouvrir les vannes avec la Russie, de reprendre le business avec les Russes, les Japonais et les Nord-Coréens, les Sud-Coréens retourneront assez vite sur le marché russe. Ils s'aligneront sur les États-Unis pour le coup. Donc évidemment qu'ils sont conscients de cette position, mais je ne souscris pas à la notion de vassalité, qui est souvent très très utilisée. On dit la Russie est vassale de la Chine maintenant. Ça, en revanche, je n'y crois pas. Levez les mains. Là, il y a une dame là. Ça marche ou pas? Oui. Merci pour votre présentation qui est très intéressante. Il aurait fallu sans doute beaucoup plus de temps, je dirais, pour épuiser le sujet. L'impression que me donne votre présentation, c'est que il y a presque une situation inextricable, puisque il y a le sujet de l'Ukraine, il y a le sujet de l'OTAN, il y a le sujet de la Chine, il y a des accords qui ont été signés, d'autres qui ont été mis en force, d'autres qui n'ont pas été respectés. Donc pour moi, on voit une situation relativement inextricable. Et la question que je me pose, mais finalement, la Russie semble vouloir jouer un rôle mondial, au même titre que les États-Unis et la Chine, mais elle n'en a pas du tout la puissance. Quelle est la légitimité, je dirais, de Poutine? Bon, il y a ces 22 millions de kilomètres carrés, certes. Il y a une population qui est la moitié de celle des États-Unis et un PIB qui est celui équivalent de l'Espagne. Donc, comment peut-on vouloir avoir une position aussi dominante au niveau mondial sans en avoir vraiment la légitimité? Au tout début de votre présentation, vous avez parlé de quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, que apparemment, en fait, on voyait l'OTAN, mais on menacerait les intérêts vitaux de la Russie dans le Caucase. En fait, comment c'est formulé par la Russie? Est-ce que vous pouvez étendre un petit peu? Merci. Bon, j'ai une question. On n'a pas d'informations sur les opinions publiques en Russie. Alors moi, je pose une question. À travers votre quotidien que vous avez connu à Moscou,
quel sentiment retirez-vous de l'état d'esprit des Russes par rapport à la relation qu'ils ont ou qu'ils auraient avec l'Occident, particulièrement dans les nouvelles générations, on va dire des 20-30 ans, donc ceux qui seront demain aux commandes? Quid des pays baltes? Quid des pays baltes dans cette... Ça sera la dernière question, les pays baltes. Tu as 1 minute. J'ai 1 minute. Ouais. Non, mais c'est beaucoup de questions très, très diverses et très non, c'est... Alors, bon, je vais essayer je pourrais pas répondre à, comment dirais-je, aussi précisément que je souhaite à chaque question, mais sur la première question, situation inextricable et légitimité. Bon, déjà, la légitimité, c'est toujours par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et c'est justement un des gros hiatus dans cette crise, c'est que il y a une extension en fait de cette guerre en Ukraine, et que j'essaie de vous démontrer à travers la façon dont les Russes essaient de travailler avec ce qu'ils appellent la majorité mondiale. Et les BRICS, c'est la remise en cause du monopole de l'Occident sur la définition des normes et sur l'application, l'interprétation de ces normes. Ça, c'est un hiatus qui est fondamental dans la relation entre les Russes et les Occidentaux depuis les Balkans dans les années 90, avec la responsabilité de protéger, la surinterprétation de la responsabilité de protéger, l'ingérence dans les affaires des États souverains, donc, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui, comme Kosovo en 99, c'était vraiment un électrochoc géopolitique pour la Russie qui, à l'époque, était dans l'incapacité de réagir. Elle ne pouvait rien faire. Elle n'a plus que constater les frappes de l'OTAN au Kosovo. Donc ça, c'est pour vous expliquer l'aspect légitimité, c'est qu'en fait, il y a une remise en question de qui décide de ce qui est légitime ou pas. Et en tout cas, du point de vue des Russes, c'est plus les Occidentaux qui ont voix exclusivement au chapitre de dire qui est légitime ou pas. Il y a un élément sur le PIB de l'Espagne, là aussi je vous mets en garde parce que c'est quelque chose que je regarde très peu la télé, je regardais très peu en Russie, même jamais, en France c'est pareil. Mais ce que j'entends parfois à la radio ou quand j'allume rarement la télé, c'est qu'effectivement cet argument du PIB de l'Espagne ou de l'Australie revient. Alors, déjà c'est pas très sympa pour les Espagnols et les Australiens, mais bon admettons. Quand vous l'exprimez en dollars, oui, numériquement ça tombe au niveau de l'Espagne ou de l'Australie, je ne sais plus combien c'est, mais peu importe. Maintenant, moi je vous invite à faire la comparaison des PIB en parité de pouvoir d'achat, et là vous allez voir une autre carte qui va se dessiner du monde, c'est même pas c'est du monde, de la Russie. Et dans cette carte du monde, évidemment qu'en parité de pouvoir d'achat, la Chine est première, les États-Unis doivent être encore deuxième, je crois que l'Inde doit être troisième, et la Russie est quatrième puissance économique mondiale. Parité de pouvoir d'achat, c'est pas un truc que Lavrov a inventé, c'est le FMI, vous prenez le World Outlook du FMI qui est publié tous les trimestres, et ils vous disent depuis, il y avait un rapport qui était encore publié, ils font tous les trimestres, donc juin 24, septembre 24, à ce compte-là, l'économie russe en parité de pouvoir d'achat est la quatrième économie mondiale. Alors, rapporté per capita, par tête d'habitants, il tombe septième. Et l'Allemagne passe devant, parce que l'Allemagne, ils sont que 80 millions et les Russes sont 140. Donc forcément, mathématiquement, ils tombent derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a du sens de nuancer en tout cas la comparaison en dollars et de l'éclairer avec la comparaison en parité de pouvoir d'achat, parce que il n'y a plus personne qui utilise du dollar en Russie. Il y a tout qui est fait en roubles. Même le pétrole est vendu en roubles. Il y a le dollar, si vous voulez, n'a plus vraiment cours. Sauf quand vous devez partir à l'étranger, ils achètent du dollar parce qu'il faut du liquide. Mais ça n'a pas de sens de raisonner en dollars dans un environnement où vous êtes dans une devise nationale où il n'y a pratiquement aucune transaction qui est effectuée en dollars, si vous voulez. C'est pour ça que j'invite à nuancer un peu ces comparaisons-là. Sur les intérêts vitaux, là aussi je vais très très vite, mais en fait... qu'est-ce que c'est que les intérêts vitaux? Alors là, c'est pas spécifique à la Russie, c'est pour tous les pays. C'est les intérêts qui, s'ils sont menacés, sont de nature. La menace est de nature à remettre en question l'existence même de l'État. C'est ça que ça veut dire. Quand vous identifiez un intérêt vital, c'est que vous considérez, quel que soit l'État, la France, la Russie, le Japon, la Chine, que si on attente à cet intérêt-là, c'est de nature à remettre en question l'existence même de l'État. Et donc là, évidemment, pour les pays dotés de l'arme nucléaire, on passe sur dissuasion nucléaire, sur autre chose. Donc les Russes ont tendance à considérer que leurs intérêts vitaux sont concentrés dans l'espace post-soviétique. Alors, outre la souveraineté des territoires, les frontières, enfin ce qu'on peut connaître partout ailleurs, c'est dans l'espace post-soviétique parce qu'il y a des minorités russophones, parce que traditionnellement, historiquement, c'est l'espace l'espace de l'Empire russe, de l'espace soviétique, etc. C'est leur voisinage, parce qu'il y a des connexions d'infrastructures, d'énergie, tout ce qu'on peut imaginer. Bref, c'est là qu'ils ont leur lecture des choses. On peut la contester, on peut dire ils s'inventent des intérêts vitaux, si vous voulez, mais là on revient sur la question de la légitimité, et donc qui conteste, quelle qualité pour contester, etc. Et on rentre déjà dans une discussion stratégique. Donc c'est ce que je voulais dire au Caucase du Sud. Les Baltes.
Et les Baltes. Alors, mais il y avait l'opinion publique aussi. Ah, vas-y, oui, les deux. Alors, il y avait l'opinion publique. Alors, une phrase de chaque. Ouais, c'est compliqué. Alors, la perception des Russes à l'égard de l'Occident, bon, d'une manière générale, quand on se fie aux enquêtes d'opinion que nous étudions, qui sont réalisées par des centres considérés comme loyaux à l'égard des autorités, comme par des centres considérés comme étant très peu complaisants à l'égard des autorités, on voit en gros que l'image de l'Occident, sans surprise, je vous apprends rien, s'est considérablement dégradée depuis 2022. Bon, ça c'est pas surprenant. 20 000 sanctions, la propagande qui tourne à plein régime. Bon, bah, évidemment, l'image des gens est pas très, l'image qu'on a de l'Occident est pas très bonne. Cela dit, on a constaté une amélioration de l'image des États-Unis depuis 2 mois, hein, curieusement. Il reste toujours très très mal perçu d'une manière générale, mais il y a ça remonte, voilà. Cela dit, il y a 1 ou 2 éléments d'ambiance pour vous montrer que tout n'est pas perdu, heureusement, dans cette perception-là et dans la relation qu'on pourra avoir un jour peut-être avec les Russes. Le film du Comte de Monte Cristo, que moi personnellement je n'ai pas vu, mais qui a fait énormément d'entrées en France, et bien en Russie a été très bien classé au box-office. Il a fait énormément d'entrées. Les Russes sont allés voir le Comte de Monte Cristo massivement en Russie quand il est sorti. D'ailleurs, ça a permis des rééditions du bouquin dans les librairies russes qui se sont vendues comme des petits pains. J'ai pas les chiffres à vous donner, mais c'était dans les titres des journaux. C'est un élément d'ambiance intéressant. Ils n'ont pas boudé Edmond Dantès et compagnie, ils sont allés le voir. Et là encore, un autre élément d'ambiance, et j'en parlais avant avec Pascal, quand on regarde le top 3 des destinations des touristes qui viennent de Saint-Pétersbourg, qui est la 2e ville du pays, donc c'est pas une petite ville, pour les vacances de mai, qui sont une institution en Russie, les vacances de mai. Hein. Tout le monde débraye pendant 10 jours. Les 3 premières destinations choisies par les gens de Saint-Pétersbourg, qui ont déjà été réservées donc, sur janvier et février dans les agences de tourisme, c'est la France, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Mais la France est dedans. Donc ils veulent toujours venir en France. C'est compliqué pour les Russes de venir en France. Le billet d'avion coûte extrêmement cher. Il faut passer par la Turquie, par les Émirats, par où vous voulez. Les cartes bancaires ne marchent pas, donc il faut préparer du liquide. Enfin, c'est pénible. Et pourtant, ils veulent toujours venir en France pour voir Paris, voir la France. Donc ça aussi, c'est un élément qui est intéressant à prendre en compte pour l'état d'esprit. Et alors, les Baltes, en une phrase, comment dire, bon, ils sont dans l'OTAN, ils sont dans l'Union européenne. Autant je ne crois pas que les Russes vont s'attaquer ou s'intéresser à la Pologne ou à la Roumanie, moi j'y crois pas une seconde, ça me paraît peu plausible et peu crédible. Autant sur les pays baltes, je suis moins catégorique parce que c'est beaucoup plus petit, parce qu'il y a des minorités russes, parce qu'il y a des gouvernements qui ont pris des positions extrêmement dures, pour pas dire plus, à l'égard de la Russie, qui ont un discours extrêmement dur, voire violent verbalement, à l'égard de la Russie. Quand vous allez à Tallinn, vous avez pratiquement plus de drapeaux ukrainiens dans les rues que de drapeaux estoniens. Donc ils se sont un peu appropriés le drame que vit l'Ukraine, hein, quelque part. Mais ça supposerait quand même, pour que les Russes s'en prennent aux pays baltes, ça supposerait quand même des conditions assez spécifiques. Il faudrait qu'ils soient convaincus, qu'ils aient la conviction, voire même la certitude que les Américains ne bougeront pas, et qu'ils laisseront faire, et que donc quelque part, qu'ils ont vidé l'OTAN de sa substance, hein, de l'article 5, et qu'ils ne croient pas à la possibilité des Européens de réagir. Et 2, ça supposerait qu'ils aient accompli leur processus de régénération de force aussi. Donc ça demande quand même quelques années pour refaire des bataillons, des brigades, des tanks, etc., pour ensuite, en quelques jours, établir un fait accompli dans les pays baltes. Bon, ça fait beaucoup de si. Ça nous emmène quand même, à mon avis, au début de la prochaine décennie, si jamais. Mais voilà, c'est ma réponse à... Ce qui peut expliquer qu'il soit un peu nerveux et un peu agressif, du coup. Ce qui peut expliquer, oui, non, mais c'est un truc qui se nourrit. Hein, merci beaucoup. J'ai un mot que je voudrais ajouter, parce que l'élargissement de l'OTAN comme menace, il se trouve que moi j'étais en responsabilité au ministère des Armées au début des années 2010, et ce qui m'a frappé, c'était les révolutions oranges, après il y a eu les révolutions arabes, etc. Donc il y avait une vraie peur pour le régime. Et le régime, c'est l'État, et l'État, c'est les intérêts vitaux, comme tu l'as souligné. Donc c'est plus l'impact politique de cet élargissement que la peur militaire d'une invasion de l'OTAN. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti, en tout cas, en responsabilité. Moi, ce qui est frappant, c'est la puissance. C'est que la Russie est redevenue dans le bloc des trois grandes puissances, et que la puissance, c'est pas simplement la taille ou la richesse, c'est bien autre chose. Et la Russie le démontre. Le retour à 97 et le désengagement américain qu'on voyait venir, mais qui est quand même très brutal avec Trump, ça laisse les Européens seuls face à face à la Russie. Et quand on parle 97, ça veut dire quand même le pacte de Varsovie sous une certaine influence, voire un contrôle de la Russie. On peut comprendre aussi que pour les pays concernés, ça leur plaît pas nécessairement. En tout cas, c'est le sujet qui nous intéresse.
En tout cas, et puis le dernier point que je voudrais souligner, qui évoque la question qui avait été posée sur la dénazification, enfin ces expressions, et ce qu'il y a dans la tête des Russes, ou en tout cas du pouvoir russe, qui est quand même d'une certaine façon partagé par une partie de sa population, c'est qu'en fait, on a une rationalité qui est différente. Et il faut accepter l'altérité, c'est-à-dire une façon de raisonner qui est différente, qui peut être rationnelle, mais pas sur les mêmes critères que les nôtres. Et typiquement, l'aspect du prestige, de la position de la Russie, et du respect qu'on lui accorde, et de l'importance qu'on lui accorde, et de la peur qu'elle suscite, eh bien c'est quelque chose qui est très pris en compte dans la rationalité russe, qu'il était beaucoup moins en Occident et en France en particulier, et qui redevient beaucoup plus à la mode aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Le monde de Trump, le monde de Poutine, le monde de Xi Jinping, le monde d'Erdogan ou de Netanyahou se ressemblent beaucoup plus, le monde de Modi, et c'est ce monde dans lequel nous vivons, et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir ce point de vue de Moscou. Merci beaucoup, merci à vous, et bonne soirée.